pense, c'est le mets le plus succulent au palais qui ait jamais été cuisiné en enfer. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. On vous souhaite un bon vendredi sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. C'est une belle fin de semaine qui s'installe. Température adéquate, ça va être très confortable. Ça va frôler le zéro, même le plus 1, le plus 2, Christian. Le plus 4! À Montréal, ça va être plus 4. Oui, effectivement. Tu dois penser à ton décapotable. Ah oui, j'y pense tous les jours. C'est vrai? Ah oui. Écoute, moi, je déteste l'hiver. Je pense comme je suis comme beaucoup d'auditeurs. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont des fanatiques du sport d'hiver puis qui aiment beaucoup l'hiver, mais je sais qu'il y a également son lot d'individus qui détestent l'hiver. Ouais. Et je fais partie de ce nombre-là. Mais fais ton jeune, Christian. Fais ton jeune. Là, tu sais que toi, avec le travail que tu fais, tu peux travailler partout dans le monde à distance. Oui, effectivement. Donc, tu pourrais aller... Je pourrais me retirer pendant quelques mois, par exemple, dans sous des latitudes plus adéquates, plus chaudes et plus agréables durant les mois d'hiver. Effectivement, j'y ai souvent pensé. Ça te prend une bonne connexion Internet, puis tu peux faire tout le travail à distance. Absolument, absolument. Puis les jeunes, ils verront que du feu. Ce soir, va-t-on communiquer avec les défunts? Écoute, c'est un sujet que je trouve fascinant. Et bon, je le dis tout de suite, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, je n'y crois pas du tout. Hein? Donc, ma position, elle est claire. Je ne crois pas que l'on puisse communiquer avec les défunts. Cela étant dit, faut pas tomber non plus dans des commentaires un peu excessifs, là, comme j'ai vu passer, là, tu sais, genre, faut pas, on perd du temps ou c'est niaiseux parler de ça. Au contraire, je pense que la communication avec l'au-delà, c'est une question qui se pose, et elle s'est posée à la communauté scientifique dès le début du spiritisme, au milieu du 19e siècle, et elle se pose encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai que certains individus qui prétendent communiquer avec l'au-delà ont fourni de l'information, dans certaines conditions, ils ont fourni de l'information qualitative. Alors, comment est-ce qu'on perçoit cette information? Est-ce qu'elle est réellement est-ce qu'elle démontre une communication avec l'au-delà? C'est loin d'être sûr. Et elle continue, c'est un sujet qui continue d'intéresser beaucoup de gens dans le milieu de la parapsychologie. Quand je parle de gens dans les milieux de la parapsychologie, je parle de milieu académique, là, pas des gens qui s'amusent à dire on va parler avec les esprits là, dans le sous-sol chez nous en sortant notre planchette de Ouija. C'est un sujet qui pose des questions et je pense que, je te dirais Yannick, je pense que tous les sujets du paranormal méritent d'être discutés. On pourrait parler, moi et toi, on pourrait parler des gnomes, des farfadets, des licornes. Il y a une façon d'en parler et je pense qu'aucun sujet ne doit être tabou et on peut en parler intelligemment. Oui, et dans le respect, puis je vais donner un exemple d'hier. Hier, je recevais une dame qui interprète les rêves. OK? Oui. Puis il y a des auditeurs qui nous écrivaient par texto en disant que leur conjoint ou leurs conjoints qui sont malheureusement décédés venaient les voir dans les rêves. Oui. Puis eux autres, ils avaient vraiment l'impression qu'ils communiquaient de cette façon-là avec l'au-delà. Puis la dame qui interprétait les rêves semblait être très ouverte à cette affaire-là. Moi, de mon côté, un peu comme toi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas une seconde, mais qui je suis pour vous dire que j'ai la vérité? Il faut savoir, Yannick, parce qu'on va en parler longuement, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose qu'on fait rarement à l'émission. Oh. C'est-à-dire que généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on donne généralement la parole aux scientifiques, aux gens des milieux académiques qui se sont intéressés à ces sujets-là. Et au cours des prochaines semaines, on aura toute l'occasion de revenir sur d'autres sujets avec des intervenants de qualité, des scientifiques qui pourront parler de ces phénomènes-là. Je sais que les gens nous écoutent, là, puis j'ai parlé, c'était en décembre,
je crois, on avait parlé d'une histoire de poltergeist, et j'avais évoqué l'histoire du poltergeist de La Machine. Donc, La Machine, c'est une ville en France. Elle s'appelle La Machine parce que c'était dans les années 50, 60, c'est une industrie minière qui s'est développée. On avait installé une énorme machine pour extraire le minerai. En fait, c'était un peu la pierre que l'on retrouve sur les voies ferrées. Hein, là. Et c'était ce minerai-là qu'on tirait. Et on avait surnommé la ville. La ville est née littéralement de cette industrie minière et on lui a donné le nom de La Machine à cause justement de cette machine qu'on avait installée dans le village. Et dans le cas de La Machine, j'ai encore parlé il y a quelques jours avec le professeur Yves Lignon, qui actuellement a des petits problèmes personnels, problèmes de santé, en particulier son épouse. On lui souhaite le plus prompt rétablissement, mais dès que l'occasion sera faite, on pourra faire une émission spéciale sur cette histoire de La Machine. Et dans ce cas-là, c'est une affaire de poltergeist, mais c'est une histoire de poltergeist qui est très différente des autres histoires de poltergeist, qui est à mi-chemin entre le poltergeist et la communication avec l'au-delà. Et c'est très troublant comme histoire. Hein, je considère un peu, moi, que l'affaire de La Machine, c'est un peu parmi les grandes histoires du paranormal, c'est un peu le corbeau blanc. C'est-à-dire que elle a quelque chose de très particulier qui nous empêche de se prononcer définitivement. Généralement, les poltergeists, ce sont des phénomènes qui sont, entre guillemets, assez sauvages. Donc, ils apparaissent spontanément. C'est des coups frappés dans des murs, des objets qui se renversent. Mais il n'y a pas derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a derrière ces manifestations une sorte de canevas intelligent. On n'a pas l'impression que les manifestations répondent à une forme d'intelligence, alors que dans le cas de La Machine, au contraire, les coups dans le mur répondaient directement aux questions posées par les gendarmes qui étaient sur place. C'est une histoire assez troublante et qui, justement, pose toute la question, est-ce que l'on peut ou non communiquer avec l'au-delà? Cela étant dit, Yannick, au cours des prochaines semaines, on aura plein d'encore, pour les mois à venir, on a encore plein de scientifiques, plein de spécialistes qui vont venir nous parler des phénomènes paranormaux tels qu'ils sont étudiés, enquêtés dans les milieux académiques. Mais ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, je me suis dit, on va parler est-ce qu'on peut parler avec l'au-delà, est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà? Et rappelle-toi, il y a quelques mois, je pense que c'était la saison dernière, on avait reçu Mario Varvoglis, qui est le directeur de l'IMI, c'est l'Institut métapsychique international, c'est à Paris, et on avait parlé des moulages spirites. Tu te rappelles de ça? Oui. Bon, et là, on est directement dans cette communication avec l'au-delà. Hein, de quelle façon ces moulages-là ont été faits? On est au début des années 1920, aux alentours, au tournant des années 1920. On est en France. À ce moment-là, le spiritisme est excessivement populaire. Il est né là, 70 ans plus tôt aux États-Unis, puis il s'est répandu comme une traînée de poudre d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe, où il s'est hissé au rang d'activité bourgeoise. Et là, des médiums, on avait apparaître ces médiums, ces gens qui se disaient en contact avec l'au-delà. Et parmi certains de ces médiums, il y avait ceux qui étaient capables de performance, non seulement de communication, entre guillemets. Et encore là, hein, je le précise bien, personnellement, je ne crois pas qu'on puisse communiquer avec l'au-delà, mais ces gens-là avaient cette prétention de dire « je peux communiquer avec l'au-delà ». Et dans certains cas, certains de ces médiums étaient capables de performances physiques au-delà de la simple communication. Ils étaient, par exemple, capables de produire des effets ectoplasmiques, hein, donc une espèce de substance qui était générée par le corps du médium et qui pouvait prendre différentes formes. Et dans le cas de un de ces médiums, très spectaculaire, dans ces années 1920, c'était un type qui s'appelait Franek Klauski et il était capable donc de produire ces effets ectoplasmiques. Et il a, durant c'était relativement rigoureux. Il y a toujours, on peut rarement, il faut le savoir, on peut rarement exclure la fraude lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux. Même dans des conditions rigoureuses, on a démontré, les sceptiques, notamment aux États-Unis, dans un projet qui s'appelait Projet Alpha, on pu démontrer que on pouvait, même lorsque l'on tenait des conditions rigoureuses, on pouvait quand même, un bon fraudeur réussissait quand même à duper ou à tromper les laborantins. Donc, c'était possible de le faire. Ça ne veut pas dire que ça s'est toujours fait, mais il faut toujours être très prudent. Avant de dire « j'exclus la fraude », il faut être excessivement prudent avec ça. Dans le cas de Klauski, ça s'est fait à l'IMI, l'Institut métapsychique international. On est, comme je l'ai mentionné, aux alentours de 1920, 1919, 1920.
Et à ce moment-là, Kloski va produire, dans des conditions rigoureuses, des effets ectoplasmiques, et notamment des mains. Il faisait apparaître des mains pour expliquer un peu aux gens comment ça se passait. Donc, Kloski disait communiquer avec l'au-delà. Et là, il disait à ses défunts, si vous êtes là, manifestez-vous de manière physique. Et à ce moment-là, on avait placé sur la table, parmi les participants, ça se passait dans la semi-obscurité. Les gens se tenaient par la main en cercle. Et au centre de ce cercle, on avait placé une petite table sur lequel il y avait un bac d'eau bouillante sur lequel flottait une couche de paraffine liquide. Et donc, Kloski disait aux revenants, appelons ça comme ça pour l'instant, il disait, si vous êtes là, manifestez-vous, mettez votre main, un pied, n'importe quoi, pour laisser un moulage. Et là, à ce moment-là, on entendait dans le bac de paraffine, on entendait un clapotis. Et là, au milieu de ce bac, on voyait se former une espèce de main, ou un pied, ou une partie de visage. Et là, ça se dégageait, en fait, du bac de paraffine, ça flottait dans l'air et ça venait se déposer au pied des participants et l'esprit, retournait dans l'au-delà, ne laissant que ce gant très, très mince, très, très fragile de paraffine, dans lesquels les experts de l'IMI, à l'époque, faut savoir, l'IMI était dirigé par des gens qui étaient des académiciens de très grand renom. Je parle notamment de Charles Richet, qui a été un prix Nobel notamment. Donc, on a rapidement coulé du plâtre à l'intérieur de ces moulages pour pouvoir les conserver. Il y en a encore quelques-uns qui existent aujourd'hui. La plupart, malheureusement, au fil du temps, tu comprends que c'était très, 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 très mince, très, très fragile. La plupart d'entre eux, malheureusement, avec les années, ont disparu ou ont été détruits. Il en reste 5 ou 6, peut-être, encore à l'Institut métapsychique international. Ils sont conservés dans une espèce de petite bibliothèque vitrée. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, lorsque j'étais à Paris, Mario Varvoglis m'a permis de les manipuler. Et ça reste pour moi l'une des choses les plus impressionnantes que j'ai vues. Parce que c'est vrai que ce sont des mains clairement d'adultes. On peut voir le détail des mains. C'est très, très impressionnant. Ce n'est pas seulement la main. Dans certains cas, on a même une partie de l'avant-bras. Donc, tu essaies de t'imaginer si toi, tu te plantais la main dans un bac de paraffine. Ah bon, c'est ça. D'abord, il faudrait éviter la brûlure. Mais une fois que tu auras sorti ta main de ce bac de paraffine, si la paraffine va au-delà de ton poignet, le renflement du poignet, elle va jusqu'à ton avant-bras. Ouais. Comment tu pourrais sortir ça sans endommager la paraffine? Des sceptiques l'ont fait, je pense par exemple un scientifique italien qui a réussi à refaire ça, mais en utilisant de la paraffine qui a été commercialisée récemment, qui est plus élastique. La paraffine des années 1920 n'avait pas cet aspect d'élasticité. Donc, on est ici, on a un problème ici. Et ces mains-là, il faut quand même mentionner aussi, non seulement ce sont des mains d'adultes parce qu'on voit le pli, le détail de la main, c'est assez précis pour qu'on puisse dire, bon voilà, ça correspond à une main d'une personne de 50, 60 ans, mais toutes ces mains ont la taille des mains d'enfants. Ce sont des mains qui dépassent pas, je dirais, si on les compare à des mains d'enfants, ça ne dépasse pas des gamins ou des gamines de 6 ou 7 ans. Là. Ce sont des toutes petites mains et certaines sont dans des positions assez particulières. Les doigts, parce que parfois on a une main, parfois on en a deux et lorsqu'on a deux mains, parfois elles sont jointes, soit les doigts croisés, les mains enfilées l'une sur l'autre. C'est quand même très particulier. Encore une fois, je précise bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu fraude. Et s'il y a eu fraude, on n'a jamais réussi à le reproduire. Donc, Franek Kloski, lorsqu'il est décédé, il a emporté le secret de sa fraude avec lui. Cela étant dit, c'est sûr que ça pose la question, si ce n'était pas une fraude, est-ce que Kloski réussissait réellement à communiquer avec l'au-delà? Quelle est la nature de ces présences qui se manifestaient dans le bac de paraffine, quoi qu'il en soit? Bref, on avait reçu Mario Varvoglis, on avait parlé de ces moulages spirites. Écoute, je pourrais encore t'en parler longuement, c'est quelque chose qui est fascinant. D'ailleurs, je ne m'engage pas, je précise bien, je ne m'engage pas, mais il y a des discussions qui se sont faites pour qu'éventuellement il y ait au Québec une exposition qui pourrait être tenue et où on présenterait pendant quelques mois des objets qui ont marqué l'histoire du paranormal. Ça n'a pas d'importance qu'on y croit ou qu'on y croit pas, là. La machine qu'avait développée, par exemple, Edison pour essayer de communiquer avec l'au-delà. C'est une espèce de cornet acoustique. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, la machine, elle existe. Tu comprends? Ouais. Elle a existé, elle a marqué l'histoire du paranormal. Thomas Edison, à un moment donné, était fasciné par cette idée-là. Il s'est dit, bon, il est l'inventeur du gramophone. Il dit, je vais essayer d'inventer une machine pour voir si je peux communiquer avec l'au-delà. Donc, il y a des discussions qui se font avec des autorités de musées pour éventuellement peut-être produire une exposition comme celle-là. Et donc, on m'a approché pour parler de ça. Et puis, bien sûr, si la chose était possible, si la chose devait se concrétiser,
ce serait pour moi un honneur de pouvoir convaincre Mario Varvoglis de prêter au musée les moulages Spirit pour permettre à tous les gens qui nous écoutent ce soir et tous les autres de pouvoir voir de leurs yeux ces objets qui sont tout à fait extraordinaires. Moi, j'ai vu l'effet que tu as créé quand tu as amené en studio devant mon ancienne co-animatrice la fameuse boîte à D-Book. Oh, ouais, je te dis qu'elle a pas filé pendant une fin de semaine. Mais donc, ce sont ces objets-là qui ont marqué l'histoire. Ça n'a pas d'importance qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Ils font partie d'une dynamique, ils font partie d'un univers et c'est fort intéressant. Donc, ce que je voulais... Là, j'ai pris un très grand détour, finalement, pour te dire que, généralement, on invite des scientifiques, des chercheurs pour parler du paranormal. Aujourd'hui, j'ai dit, on va parler de la communication avec l'au-delà, mais j'ai décidé de franchir la frontière. Hein. Aujourd'hui, je suis allé voir un artisan, et en fait, plutôt une artisane, hein, et cette artisane, elle s'appelle Joëlle Pfeiffer. Elle était de passage au Québec, c'est une médium française qui a participé à toutes sortes de trucs. Elle a cette prétention. C'est assez amusant parce que tu vois, dans l'entrevue, il y a quand même des inconsistances. Elle dit, je me présente comme rien, mais un peu plus tard, elle dit, je suis une médium. Donc, si tu présentes aucune affirmation, puis 30 secondes après, tu dis, je suis médium, il y a quand même une prétention ici. Là. Mais bref, c'est une femme qui est très sympathique, très, très gentille. J'ai vécu une petite expérience assez amusante avec elle. On a fait un tournage pour un éventuel projet pilote pour la télévision. C'était le 13 février dernier. On est allé tourner un après-midi au Vieux Palais de justice de l'Assomption, au Québec. C'est en banlieue de Montréal. Et il faut savoir que c'est l'un des lieux, disons, incontournables au Québec lorsque l'on parle de phénomènes de hantise. Je pense que tous les groupes de chasseurs de fantômes au Québec se sont, à un moment donné ou à un autre, donné rendez-vous au Vieux Palais de justice de l'Assomption et certains d'entre eux prétendent y avoir vécu des phénomènes étranges et mystérieux. Alors, pour les besoins du tournage de cette émission, j'ai rencontré Mme Pfeiffer et on est allé donc au Vieux Palais de justice de l'Assomption. Il y a un petit truc qui s'est passé qui est assez intéressant que j'évoquerai plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Mais bon, bref, j'ai fait cette rencontre avec elle. Et on a eu cette conversation, cet échange où elle nous parle un peu de ce qu'elle est comme médium, comment elle a découvert ses talents de médium. Donc, on verra ça en deuxième partie de l'émission. Et je te parlerai un peu de cette expérience au Vieux Palais de justice de l'Assomption et de ma position par rapport à cette communication avec l'au-delà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que pour une fois, on va donner la parole à des gens qui, eux, y croient, parce que visiblement, Mme Pfeiffer croit à ce qu'elle dit ou à ce qu'elle fait. Du moins, elle le croit publiquement. Est-ce qu'elle le croit en privé? Ça, c'est une autre affaire. Ça la concerne, elle. Mais je peux te dire qu'en public, elle se définit comme une médium. Elle fait des séances publiques. Elle fait des rencontres en public. Elle demande aux gens d'apporter des photographies de gens décédés. Elle va manipuler ces photographies et là, elle va donner des révélations. J'ai fait un test avec elle pour vérifier si elle pouvait le faire avec des objets. Et elle a, en fait, j'allais dire, elle a échoué, mais elle n'a pas vraiment échoué. Elle a tout simplement décliné de le faire. Je sais que beaucoup de médiums, par exemple, vont manipuler des objets, ils vont fournir de l'information par rapport à ces objets, ou soit par rapport à l'objet, ou soit à leur propriétaire antérieur. On appelle ça un phénomène de psychométrie, mais lorsque les gens il y a des gens qui sont des sensitifs qui font ça avec n'importe quel objet. Par exemple, lorsqu'il y a une scène de crime, il y a des gens, toujours entre guillemets, c'est si on accepte leurs prétentions, là, je ne vais pas revenir continuellement là-dessus, puis utiliser une surabondance du conditionnel, là, mais il y a des gens qui disent, bon, moi j'ai des talents, j'ai un pouvoir psychique, et là ils vont manipuler des objets, par exemple, sur une scène de crime, des vêtements qui auraient appartenu à une victime, et là ils vont fournir des informations soit en rapport à la victime, soit en rapport avec l'assassin ou au crime lui-même. Il y a également des médiums qui, si on leur donne des objets qui ont appartenu à des défunts, ils vont manipuler ces objets et fournir de l'information par rapport aux défunts. J'ai essayé de faire ça avec Mme Pfeiffer et elle a décliné l'invitation en me disant « Non, ça, c'est un truc que je ne fais pas, je reste neutre avec ça. » Bon, parfait. On a donc fait autre chose. J'ai essayé de jauger ses perceptions dans un lieu qu'elle ne connaissait pas. Lorsqu'on l'a amenée au Vieux Palais de justice de l'Assomption, on l'a conduit sur place, les yeux bandés. Donc, elle ignorait, dans un premier temps, elle ignorait où elle allait. Et comme il faut le dire, ce n'est pas une Québécoise, donc elle ne connaît pas le folklore du Québec, mais c'est vrai que l'histoire du Palais de l'Assomption, il est facile de se documenter sur Internet, mais il faut dire que lorsqu'on l'a amenée ce matin-là à l'endroit en question, elle ignorait où elle allait. Donc on l'a pris à son hôtel à Montréal, on lui a bandé les yeux, on l'a amené à l'édifice de l'Assomption, et donc une fois sur place,
On l'a même fait entrer dans l'édifice les yeux bandés. Donc, elle n'a retiré son bandeau qu'une fois assise au salon. Donc, elle ignorait, bon, évidemment, pour les gens qui connaissent l'endroit, c'est un vieil édifice qui date qui a à peu près 200 ans. Donc, il est facile de voir, lorsqu'on est dans le bâtiment, il est facile de voir que c'est un vieux bâtiment patrimonial. Mais elle n'a pas vu l'extérieur, donc elle n'avait aucune idée du type de bâtiment extérieur. Et lorsqu'elle s'est baladée dans le bâtiment, les yeux bandés, encore une fois, on lui avait bandé les yeux, on l'a amenée dans des pièces, donc elle ne voyait même pas la pièce dans laquelle elle se trouvait. Et là, on écoutait un peu ses commentaires. Elle disait toutes sortes de trucs, donc on a pris note de ça, et ensuite on a vérifié avec un historien des lieux l'acuité de ces informations. Je pourrais revenir avec ça, mais bref, j'ai fait cette rencontre avec elle. Elle croit fermement ce qu'elle dit. Bon, elle raconte toutes sortes de choses. On pourra le voir durant l'entrevue. Mais bref, j'ai voulu donner pour une fois la parole à quelqu'un de l'autre côté, quelqu'un qui est pas trop illuminé, qui était somme toute très sympathique, très, très gentil. Et je garde un très, très bon souvenir de cette rencontre, même si je ne partage pas ses visions, ses opinions par rapport à l'au-delà, mais c'était quand même quelqu'un qui était tout à fait sympathique. Tu nous avais déjà parlé, Christian, que tu avais, en fait, toi-même, tu l'as fait, mais je sais qu'aux États-Unis, il y avait de l'argent qui était offert à quiconque était capable de démontrer qu'il y avait des pouvoirs psychiques. Puis toi, à plus petite échelle, au Québec, tu l'avais fait aussi. Oui. Ça n'a jamais été gagné, ça? Non, ça n'a jamais été gagné. Mais il faut dire qu'aux États-Unis, je ne peux pas parler pour ma paroisse. Moi, ce que j'ai fait au Québec avec un mentaliste, on a offert une somme d'argent à des gens qui disaient qu'il y avait des pouvoirs paranormaux et personne s'est présenté. Et c'est vrai que mon objectif était de mettre on aurait pu mettre en place un comité extérieur. C'est-à-dire que moi, je mettais une partie de la cagnotte, l'autre mentaliste mettait également une partie de la cagnotte. Et donc, à partir de là, les gens pouvaient venir pour essayer de remporter la cagnotte en disant, bon, j'ai un pouvoir paranormal. Et on aurait remis ça entre les mains d'un tierce parti. Parce que tu peux pas être à la fois juge et jury. Hein? Et donc, on met l'argent, puis écoute, on donne ça à un groupe qui va faire la gestion de la cagnotte. Et si lui juge que la personne réussit, que sa performance témoigne clairement d'un pouvoir paranormal, mais voilà, on lui donne de l'argent et c'est tout. J'ai pas moi à intervenir là-dedans. Ça, c'était le problème aux États-Unis. Hein? Les sceptiques, je parle des sceptiques purs et durs parce que j'ai toujours un peu de la difficulté parce que j'ai l'impression quand je dis le mot sceptique, les gens confondent à l'extérieur le mot sceptique et le mot nihiliste. Hein. Des associations comme les sceptiques du Québec, par exemple, ici, c'est du pseudo-scepticisme. Hein. C'est beaucoup plus proche du nihilisme. Hein. C'est de la merde, on parle pas de ça, c'est des niaiseux, c'est quoi des soucoupes volantes, c'est des caves. Je suis très, très mal à l'aise avec ça. Ça, c'est du pseudo-scepticisme. Et aux États-Unis, et là, souvent, ces gens-là vont évoquer ce fameux défi du $1 million qui avait été offert par James Randi, The Amazing Randi. C'est un illusionniste excessivement talentueux qui a fait carrière dans les années 50, 60. Et puis, il a rejoint l'Association des sceptiques aux États-Unis, qui à l'époque s'appelait le CSICOP, hein, le Committee for Scientific Investigation of Claim of the Paranormal. Donc, c'est une organisation, c'est un peu l'équivalent de nos sceptiques du Québec. Donc, un organisme excessivement militant contre le paranormal. Et ce James Randi avait offert ce défi du $1 million qui n'a jamais été gagné. Mais il faut être honnête et dire, il n'a jamais été gagné parce que James Randi, il était à la fois juge et jury. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait qui seraient les candidats qui l'accepteraient ou non pour relever le défi. Et c'est lui, à la toute fin, qui décidait si oui ou non la démonstration était convaincante. Tu comprends? Donc, c'est un peu ambigu, c'est un peu comme l'université qui dit, bon, on va offrir une bourse à des chercheurs, mais finalement, c'est uniquement nous qui allons décider si le chercheur est bon ou pas bon. Ouais. Oui, là, écoute, tu dis, là, c'est pas tout à fait ça, le système, là. Donc, il faut être honnête, les dés, hein, je le dis bien, dans le cas du défi du $1 million proposé par James Randi, les dés étaient pipés. Et c'est pourquoi ça n'a jamais été remporté. Dans n'importe quelle condition, même si, je pense que même si on avait offert à James Randi dans les mêmes conditions, aurait affaire à quelqu'un de démontrer qu'il était capable de faire du crochet ou du macramé, il n'aurait pas réussi à gagner le $1 million. C'est aussi simple que ça. Les dés étaient pipés.
Donc, ça, c'est vrai que ça s'est pas produit, mais bon, il faut être prudent avec ça. C'est un peu de la poudre aux yeux, là. Quand les gens nous évoquent ça, oui, il y a eu $1 million de James Randi, c'est pout, c'est n'importe quoi. Parfait. Ça, là, ça vaut rien. Ça n'a pas été fait dans des conditions rigoureuses. Si quelqu'un voulait le faire, ben, il faut absolument que ce soit fait dans des règles de l'art, dans les règles de la science, en double aveugle, c'est-à-dire on prend le million, on le met, c'est une cagnotte qui est mise de côté, on met sur place un comité qui, lui, ce comité-là va déterminer quelles seront les règles à suivre, quels seront les critères qui vont permettre de choisir un individu, un candidat. On établit les conditions de l'expérience et ce sont ce jury impartial. Tu comprends, James Randi, c'était le million, il sortait de ses poches, tu sais, puis il fallait qu'il soit en même temps le juge impartial pour donner le million. Moi, c'est un peu ridicule. Tu sais, quand tu regardes ça, tu dis, écoute, c'est vraiment ridicule. Donc, il faut remettre ça à un groupe, et ces gens-là vont déterminer si, finalement, les critères ont été, l'expérience a été concluante. Écoute, on donne le million, puis ça vient de finir là, puis merci, bonsoir. Donc, ça n'a pas été fait dans ces règles-là. Faut mettre un gros bémol sur cette histoire du million. On parle de l'actualité de la semaine et des éphémérides, et là, je te le dis, tu vas éveiller le plaisir chez certains, parce que tu vas nous parler des Vikings, puis actuellement, sur Netflix, il y a une série qui s'appelle Vikings. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont écouté sur d'autres postes de télé, mais sur Netflix, c'est Vikings et c'est une des séries les plus consommées actuellement. Puis ce soir, tu nous parles des Vikings. Oui, parce que je voulais te parler des barricades, mais tu m'as devancé. Ah! Pour parler de l'actualité. Donc oui, je te parle des Vikings. Écoute, j'ai été choyé parce que cette semaine, il y a notamment 3 publications très importantes qui touchent un peu notre univers de l'étrange et du mystérieux, et 3 études, notamment scientifiques. Bon, un article très académique dans le Popular Mechanics et 2 articles publiés dans des périodiques scientifiques. Et celui dont je te parle, il s'agit en fait d'une étude qui a été réalisée par des scientifiques européens et qui, eux, se sont penchés sur... En fait, c'est l'université de... Et là, j'ai pris une note pour essayer de le dire, mais c'est l'université en Slovénie, et ça se dit Ljubljana. Excusez-moi si mon slovaque est pas très bon, là. Donc, c'est à l'université de Ljubljana où on a fait cette étude-là, et on s'est intéressé à ce phénomène des Vikings. On le sait par la littérature, la culture, le cinéma, la télévision. Tu mentionnes cette fameuse série Vikings. Les Vikings sont souvent décrits comme des guerriers impitoyables, mais souvent aussi presque comme des surhommes. Ce sont des gens qui arrivent sur le champ de bataille, ils sont quasi invulnérables, impitoyables, d'une barbarie incroyable. Et là, on se dit, écoute, est-ce que c'est vraiment le profil des Vikings? Est-ce qu'ils étaient vraiment comme ça? Et là, des chercheurs se sont penchés là-dessus et ils se sont posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas un autre mécanisme derrière cette sauvagerie dans le combat? Et on le sait, dans le passé, il y a de nombreux groupes qui sont allés sur les terrains de bataille qui avaient fait usage de drogues psychotropes. Ça a été vrai, c'est vrai pour les Romains. Certaines légions romaines étaient littéralement buzzées avec des champignons magiques. Donc, on allait sur le terrain, puis on était mieux que tout le monde. Et ça a été fait même plus près de nous, durant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, des soldats de la Wehrmacht allemande, notamment lorsqu'il y avait le siège contre la Russie. Ces gens-là ils allaient presque en espadrille, ils étaient mal. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que les Allemands ont eu une débâcle incroyable du côté de la Russie, c'est qu'ils étaient vraiment pas vêtus, ils étaient pas préparés à ce temps froid, mais pourtant, on leur remettait des petites pilules qui, effectivement, annihilaient la douleur, le froid et autres, et qui étaient un peu euphorisants. Et ces gens-là, donc, allaient au combat. Et ça a été fait durant la Deuxième Guerre mondiale. On en parle rarement dans les documentaires de l'histoire, mais malheureusement, c'est une réalité. Et dans les années 50-60, on en a déjà parlé d'ailleurs à Radio X, on a parlé de ce fameux projet, le MK Ultra. Donc, ce projet qui avait été développé principalement par la CIA, pour essayer, on avait commencé d'abord, on voulait mettre en place des systèmes, disons, d'interrogation, des interrogatoires qui auraient forcé des gens à dire la vérité. On était à la recherche d'une espèce de sérum de vérité. C'est là d'ailleurs qu'on va développer qu'on va utiliser notamment le sodium pentothal. Donc on va développer ces mécanismes-là. On va utiliser aussi l'hypnose. Il y a toutes sortes de mécanismes qui vont être utilisés dans le cadre de ce projet MK Ultra. Donc d'abord, on veut développer un système
une espèce de sérum de vérité. Et ensuite, ça va aller plus loin que ça. On va essayer de contrôler les esprits. Donc, c'est assez, par certains aspects, le projet MKUltra était assez sordide. Mais l'un des aspects du projet MKUltra était justement de voir si on pouvait pas développer une drogue qui aurait fait des super soldats. Il faut se rappeler qu'au moment où le projet MKUltra va se développer, va avoir cours, les Américains sont un peu dans des situations conflictuelles. Ils ont été impliqués dans la guerre de Corée, c'est la guerre du Vietnam qui se développe. Donc, on est dans des situations un peu où il y a des conflits armés et on aimerait bien pouvoir mettre au point le super soldat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de soldats qui vont être envoyés au Vietnam qui seront notamment dopés au LSD pour pouvoir devenir d'une certaine façon un peu le super soldat. Et c'est justement donc ce concept-là du super soldat qui était comme alimenté, surchargé à bloc par quelques drogues psychotropes. Est-ce que les Vikings n'auraient pas usé un peu du même mécanisme? Et c'est un peu ce que les chercheurs de cette université de Slovénie se sont intéressés, notamment des ethnobotanistes, se sont dit, qu'est-ce qui était très répandu dans les pays du nord de l'Europe, et notamment dans les pays scandinaves, qui étaient un peu le fief de ces Vikings. Et on retrouve dans ces pays-là une plante qui est assez curieuse. C'est une plante qui, d'ailleurs, il faut quand même le dire, dans ce groupe de Vikings, il y avait même un groupe d'élite, et ça, c'est assez amusant. Ce groupe d'élite s'appelait les Berserkers. Un mot en langue celtique, norvégienne, qui veut dire les ours sans manteau. C'est amusant parce que dans la langue anglaise, on a le mot berserk, qui dit justement les gens qui sont c'est comme complètement fou raide. Et ça vient de cette expression-là, donc de ce groupe d'élite des Vikings qui étaient les Berserkers. Donc, bref, ce que ces chercheurs ont essayé de regarder, c'est est-ce qu'il y avait dans ces territoires nordiques un élément, un champignon, une plante, parce que les gens qui font l'étude, ce sont des ethnobotanistes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait été commun dans tous ces territoires-là? Et il y a en effet quelque chose. Il y a une plante qui était très toxique, qui s'appelait l'Iocayamus niger. Donc, l'Iocayamus niger, c'était connu sous le nom, on l'appelle aujourd'hui un nom plus familier qui s'appelle poubelle puante. Et poubelle puante parce que, c'est une plante toxique, mais elle dégage une forte odeur nauséabonde. Mais on peut l'utiliser comme en infusion avec du thé pour en faire une espèce de tisane ou encore avec de l'alcool. Et les effets de cette drogue, une fois qu'elle est infusée et elle est consommée, elle rend les gens insensibles à la douleur, ils deviennent imprévisibles, excessivement agressifs. Et lorsque l'on est sous l'effet de cette drogue, on a des espèces de bouffées de chaleur qui amènent les gens littéralement à se dévêtir. Et il y a un effet dissociatif qui se produit. Donc, la personne a l'impression que les gestes qu'il commet, ils sont commis par d'autres que lui. Donc, c'est des gestes qui sont commis par l'extérieur. Des gens sous l'effet de cette drogue, de cette poubelle puante, donneraient un peu l'impression qu'ils sont sur nous. Si on se réfère à nos définitions à nous, on pourrait dire cette personne-là est complètement psychotique ou complètement psychopathe. Cette personne-là n'a aucun sentiment. Il est comme complètement détaché de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Et curieusement, ce sont tous ces effets que l'on retrouve par la consommation de ce narcotique et qu'on retrouve, qui était très répandu dans les pays d'Europe du Nord et notamment les pays nordiques où vivaient les Vikings. Et les comportements, les effets secondaires de cette drogue-là correspondent assez bien à ce que d'anciennes chroniques, aux alentours de l'an 1000, 1100 par exemple, des chroniqueurs ont parlé de ces combats vikings. Ils ont parlé de la violence avec laquelle les Vikings s'exprimaient sur le terrain de bataille. Et ça correspond assez bien à des effets psychotiques qui seraient déclenchés par la consommation de cette drogue, de cette plante particulière. Donc, c'est bien sûr, ça reste à confirmer, mais voilà, c'est une hypothèse qui est proposée par des chercheurs. Finalement, les Vikings étaient peut-être des gens qui étaient un peu dynamisés par cette drogue lorsqu'ils allaient sur le champ de bataille, et en particulier ce groupe d'élite, les Berserkers, qui était un peu la première ligne de défense lorsque les Vikings débarquaient sur le terrain. A-t-on retrouvé la fontaine de Jouvence? Ah, qu'on aimerait ça. Est-ce que tu l'as... Retarder la mort. On s'est déjà posé la question, toi, moi et une de mes co-animatrices. Est-ce qu'on prendrait la pilule qui nous donnerait la vie à tout jamais? Moi, j'ai dit non. Et toi, tu m'as dit oui. Oui, effectivement, oui. Et écoute, ça va un peu dans ce sens-là. C'est une étude qui vient d'être publiée dans le périodique scientifique de l'Université de Californie. Par ma réponse, on voit qui est le plus riche des deux. Oui, c'est ça.
Donc, dans le périodique de l'Université de Californie, le Cell Metabolism, donc il y a des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley qui ont fait une découverte assez intéressante et qui a un effet, qui pourrait avoir un effet d'abord sur la santé. Ce qu'ils ont découvert, c'est ce qu'on appelle un interrupteur moléculaire. Et là, je vais essayer de te résumer un peu quel est un peu ce mécanisme-là. On sait que l'organisme humain réagit aux agressions extérieures, et en particulier, par exemple, au stress, aux toxines de l'environnement. Donc, lorsqu'il est soumis à ça, le cerveau, le corps va produire une protéine immunitaire qui s'appelle le NLRP3. Inutile de retenir le nom, c'est pas très important, c'est plutôt la conséquence de ce que ça fait. Donc, cette protéine immunitaire, elle réagit parce que le corps est agressé de l'extérieur. Mais lorsqu'il réagit, il y a un effet secondaire. Et cet effet secondaire, c'est l'apparition de maladies dégénératives comme l'Alzheimer, la maladie de Parkinson et même le cancer. Donc, je te dis pas que toutes les causes de ces maladies-là proviennent essentiellement de cette réaction immunitaire, mais une grande partie de ces maladies pourrait être associée à cette réaction immunitaire. Et là, ce que les chercheurs ont découvert, c'est que lorsqu'ils réussissent on a fait les tests avec des souris. Lorsqu'on réussit à stopper cette réaction immunitaire, on empêche ce qu'ils appellent, eux, l'inflammasome. Ils empêchent ce mécanisme de se mettre en place. On réussit à retarder, voire à faire disparaître complètement ces maladies. Et non seulement on réussit à les faire disparaître, ils ont constaté sur les souris et les rats utilisés, ils ont constaté qu'il y avait un rajeunissement des cellules souches. Donc, si on réussissait à empêcher ce mécanisme naturel d'intervenir, parce qu'il ne sert à peu près à rien, c'est simplement une réaction au stress. En fait, sa réaction est plus dommageable que le stress lui-même. C'est ça qui se produit. Et si on réussissait donc à empêcher ce mécanisme de se mettre en place, non seulement on pourrait d'une certaine façon empêcher, voire même retarder l'apparition de ces maladies dégénératives, voire mortelles, et même on pourrait, dans un certain cas, peut-être déclencher un mécanisme de rajeunissement, devais-je dire. Ah, intéressant. Ouais. Donc, c'est presque la fontaine de jouvence. Mais encore une fois, Yannick, je sais, tu te dis, je me précipite, demain matin, je m'en vais chez Jean Coutu acheter ma petite pelule qui va m'empêcher, mais je vais te décevoir. Jusqu'à maintenant, cette étude publiée dans le périodique de l'Université de Californie, le Cell Metabolism, cette recherche n'a été menée pour l'instant que sur des souris. Et même si on a connu un certain succès, il y a loin de la coupe aux lèvres avant qu'elle soit appliquée à l'être humain. On est toujours à faire des tests animaliers et donc ça va demander quand même quelques années avant de passer sur des tests humains. Et malheureusement, il faut quand même le dire, dans de nombreux cas, des recherches qui avaient été menées dans le laboratoire sur des animaux qui semblaient être excessivement prometteuses se sont révélées tout à fait inefficaces lorsqu'on a appliqué ces médicaments-là ou ces traitements-là sur l'être humain. Alors là, on peut toujours espérer, anticiper, mais ça ne sera certainement pas pour demain. À un moment donné, là, non, moi je prendrais pas ça. À un moment donné, il faut que ça finisse. Parle pas de toi. 20h38, courte pause, on vient. Radio X. On vous souhaite de passer un bon vendredi soir sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Des questions qui commencent à rentrer, Christian, concernant ton prochain livre, prochaine conférence. Quand est-ce que ça arrive? D'ailleurs, question de prochaine conférence, effectivement, c'est donc bien le fun que tu m'en parles de même. C'est des questions des auditeurs. Oui, c'est ça. Donc, écoute, pour l'instant, je n'ai pas de conférence prévue à Québec et j'en ai pas avant l'automne. Par contre, le 23 février prochain, donc c'est dimanche, en après-midi, je vais faire une présentation spéciale à Saint-Marc-sur-Richelieu, donc c'est près de la rivière Richelieu, c'est en Montérégie. Je serai à l'hôtel des Trois-Tilleuls, que les gens connaissent parce que c'est l'hôtel qui est celle de Michel Barrette. Hein, c'est une entreprise un hôtel qui est géré par Michel Barrette. Et donc, j'y serai là pour présenter une conférence particulière qui s'appelle « Voyage dans l'inconnu », où je fais un peu
survol du paranormal, mais également de ce que la science nous a appris sur le paranormal, parce que bon, c'est beau, ça fait un siècle qu'on s'intéresse à ces phénomènes-là, que ce soit les ovnis, les apparitions de fantômes, le monstre du Loch Ness, peu importe. Il y a un certain nombre de ces sujets qui ont fait l'objet d'investigations rigoureuses. Et qu'est-ce que nous ont appris ces investigations rigoureuses? Qu'est-ce que l'on sait à propos de ça? Donc ça, c'est dimanche qui vient. C'est en Montérégie pour les gens qui nous écoutent soit par le web ou soit qui écoutent là, en balado-diffusion. Bien sûr, même les gens de Québec, tout le monde est le bienvenu. On peut trouver toute l'information sur mon site web, le www.christianpage.ca. Et là, vous allez avoir les liens pour pouvoir vous acheminer là, vers cet événement-là. Et c'est vrai que j'ai un nouveau livre qui est en préparation. C'est un livre qui va s'intituler, le prochain livre, c'est Les dossiers mystères, tome 3. Et ça, c'est assez amusant. Pourquoi le tome 3? Parce qu'il y a eu un tome 1 et un tome 2, mais il y a eu un tome 1, tome 2 il y a une dizaine d'années. En fait, il y a 12 ans. J'avais fait la série Dossiers mystères à Canal D. Et il faut comprendre que lorsque la série... Quand on fait une émission comme celle-là, pour les gens là les gens qui regardent l'émission n'ont pas toujours cette impression-là, mais pour produire une émission d'1 heure, par exemple, il y a énormément de matériel qui est colligé. Moi, par exemple, quand j'ai fait ces séries, j'étais allé sur les lieux, j'ai rencontré les gens, j'ai écouté les témoignages de tout le monde, j'ai énormément de documents. Donc, on visite des lieux, on fouille des archives, on rencontre des gens, on collige énormément d'informations. Et là, évidemment, il y a une espèce d'aiguillage. Il faut que l'émission soit en ondes, puis quand elle sera en ondes, il faut qu'elle dure un laps de temps déterminé. Dans le cas de Dossier mystère, par exemple, on avait 2 ou 3 volets par émission. Fait que chaque volet, là, si on le fait de manière égaux, là, on essaie de séparer ça de manière égale. On se dit, on a 3 volets dans une émission d'1 heure. En fait, une émission de 45 minutes à peu près. Si on enlève les pauses publicitaires, ça veut dire qu'on a à peu près 3 volets d'une quinzaine de minutes. Donc, chaque histoire doit tenir en 15 minutes, mais on a assez de matériel pour faire une émission de 2 heures rien que sur cette histoire-là. Donc, tout ce matériel-là doit être éventuellement occulté, mis de côté. On doit favoriser tel ou tel truc. Puis souvent, c'est un décantage qui est un peu arbitraire. Hein. C'est pas parce que l'information qui est mise de côté n'est pas forcément une information qui était moins intéressante. C'est parce que on peut pas l'utiliser, on peut pas tout utiliser. Donc, on doit faire ça. Donc, j'avais fait la série Dossiers mystères qui avait été diffusée à Canal D en 2005. L'ensemble du matériel que j'avais colligé, j'ai mis ça de côté, puis éventuellement, en 2008, j'ai publié 2 ouvrages de 500 pages chacun. Tu t'imagines, ça fait une brique de 1000 pages, là, qui étaient les dossiers mystères. En fait, tout le contenu du matériel qui avait été colligé pour la série Dossiers mystères, qui avait été diffusé à Canal D. Et puis, il y a eu un arrêt, parce que j'avais d'autres choses à faire, j'avais d'autres projets sur lesquels j'étais embarqué. Et éventuellement, j'ai réalisé pour Canal D une seconde saison de Dossiers mystères, qui, elle, c'était aux alentours de 2012 à peu près. Là, j'ai pas la date exacte, j'ai pas le souvenir de la date très précise, mais c'était en 2012, je crois. Et à ce moment-là, Canal D avait demandé, comme il y avait des partenaires américains, on nous avait demandé à ce que la version soit un peu plus nord-américaine, alors que la première version était en français, ça s'appelait, en français, c'était Dossiers mystères, mais en anglais, c'était Northern Mysteries, et c'était à peu près essentiellement des histoires qui touchaient le Canada. Pour la seconde saison qu'on avait fait en 2012, là, on allait un peu partout, autant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, j'ai parcouru tous les États-Unis, tout le Canada à la recherche des histoires les plus extraordinaires, les plus méconnues aussi des gens. Il y a plein d'histoires là-dedans que les gens n'avaient jamais entendu parler. Et c'est durant le tournage d'une de ces épisodes que je pense que je t'ai déjà raconté l'anecdote. On se trouvait, je vais la raconter à nouveau pour le bénéfice des auditeurs. J'étais en Floride et on était à Brooksville. Ça se trouve dans le nord de la Floride, mais du côté ouest. Un peu au sud, un peu au nord de Tampa. Et à ce moment-là, on est dans le comté d'Hernandez. Il y a une grande maison qui s'appelle la May Stringer House, qui est transformée en un musée. Et la maison compte des dizaines de pièces. Et chaque pièce, le musée représente l'évolution de la vie rurale en Floride. Donc, on a un salon qui est décoré un peu comme la mode des années 50, une cuisine des années 1930, des chambres de la fin du 19e siècle. Donc, tu vois un peu le genre. Et cette maison, avant de devenir un musée, évidemment, elle a connu plein de vocations.
vocation. Elle a été d'abord une maison de ferme, ensuite elle est devenue une clinique médicale. Un médecin il avait installé sa clinique et il traitait des patients là. On avait même aménagé une espèce de salle pour les cas urgents avec des lits au premier étage. Donc, toutes sortes de vocations. Et dans l'histoire de ce bâtiment, il y a un moment donné, à la fin du 19e siècle, il y a une fillette qui avait 3 ou 4 ans à peu près à l'époque, qui est décédée, qui s'appelait Jessie May Saxon. Et aujourd'hui, l'endroit est hanté. Hein. Les propriétaires du musée, d'ailleurs, l'organisation, les institutions municipales ne se cachent pas de la réputation de hanter du musée. Et on dit que le fantôme qui hante les lieux, c'est justement cette petite fille décédée là, à la fin du 19e siècle, la petite Jessie May Saxon. Donc, je me retrouve là, on fait un reportage sur cette histoire-là, et là, on filme, et au moment où on est en train de se promener dans la maison, la curatrice ou une des responsables m'amène dans une chambre au premier étage, et elle me montre un landau, un petit berceau, et dans le berceau, il y a 2 poupées de porcelaine, genre de poupées comme on en retrouvait le très répandu à la fin du 19e siècle, les genres de têtes blanches là, en céramique. Et là, elle me montre ces poupées-là, puis elle me dit, tu vois, ces poupées-là, ça n'étaient pas les poupées de la petite Jessie May Saxon de son vivant, mais ça devait être le genre de poupées qu'elle devait avoir, avec lesquelles elle devait s'amuser de son vivant. Et curieusement, comme si de l'au-delà, on en revient un peu avec le contact avec l'au-delà, c'est un peu comme si de l'au-delà, la fillette avait adopté ses poupées comme ses jouets, et à chaque fois qu'il y a des manifestations qui se produisent dans la maison, ce sont généralement parce que des gens ont déplacé le berceau ou ont touché aux poupées. Parfait. Donc, on continue la visite des lieux. La dame, après nous avoir fait visiter tout ça, et à ce moment-là, j'étais avec le caméraman Richard Laniel. Pour les gens, là, Richard Laniel, je sais que c'est un nom qui vous dit rien, mais tout le monde, je pense, qui nous écoute ce soir, connaissent la série Un tueur si proche. Qui est présenté, je crois, à Canal D ou à Investigation, Un tueur si proche. Le directeur photo sur cette série-là, c'est Richard Laniel. Donc, j'étais avec Richard Laniel. On fait le tour du bâtiment, et puis la dame, après nous avoir fait le tour du propriétaire, elle me donne les clés, et elle me dit, voilà, je vous laisse, vous, votre caméraman, votre équipe, et quand vous aurez terminé, vous passez à l'hôtel de ville, vous laissez les clés, et voilà, c'est terminé. Puis elle nous explique comment mettre le système d'alarme, barrer les portes, puis tout ça. Alors nous, dès que la dame est partie, Richard Laniel commence à prendre ses images. Moi, je file, écoute, je m'en vais immédiatement dans la chambre du premier étage, et là, je rentre dans la chambre, je ramasse les 2 poupées en question, et je les ai brassées sur un méchant temps. Et là, je faisais une espèce d'incantation. Tu aurais dû me voir, je devais être comme une espèce de fou dans ma pièce. Je brassais mes poupées comme c'était des gris-gris. Et là, j'incantais les esprits, en particulier la petite Jessie May Saxon. Là, je lui ai répété en anglais, en français, « Viens avec moi, viens jouer, manifeste-toi ». Rien ne se passe. Alors, je remets les poupées dans le berceau. Non, tant pis. Et là, je monte et je retrouve Richard qui est au grenier. Et là, il est en train de prendre des images. Et là, j'explique un peu à Richard. Je lui donne un peu mon conseil. Je dis, j'aimerais ça que tu me prennes une image de cette partie-là du grenier. Ici, l'éclairage est beau. Prends-moi ça. Et alors que je suis dos à Richard, alors, on ne me voit pas à l'image, mais on m'entend au son. Je fais toutes sortes de commentaires. Là, je dis à Richard, oui, prends une image comme ça. Et là, d'un coup, il y a un silence. Et là, tu m'entends dire, je lance quelques jurons. Disons ça comme ça. Là, Richard Laniel se tourne, il me regarde, je suis blême comme un drap, et là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, écoute, Yannick, je te le dis, là, j'en ai même des frissons encore quand je le dis. J'ai clairement senti la main d'un enfant se refermer sur mon avant-bras. J'ai senti doigt par doigt, les mains se refermer sur mon avant-bras. Et là, Richard Laniel se tourne vers moi, j'ai comme le bras d'un airs, j'ai comme les yeux fixés sur ma peau, tu sais, comme si je m'attendais à voir une empreinte fantôme apparaître. Et là, Laniel me pose la question, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui explique l'affaire, je dis, écoute, tu me croiras pas, mais j'ai senti une main d'enfant qui m'a serré le bras. Et là, Richard Laniel, n'écoutant que son courage, me dit, on décalisse d'ici. Et c'est exactement ce que l'on a fait. Écoute, je te dirais, là, 15-20 minutes après, tout le matériel était emballé. Richard était un petit peu, c'est un type qui était un peu inquiet par rapport à ça. Je me rappelle, j'avais amené aussi à un autre moment donné, on est en banlieue de Washington, et je l'amène
à la maison où s'est produit, où ont commencé les phénomènes qui ont marqué l'histoire de l'exorciste. La plupart des gens savent que c'est basé sur une histoire vraie. En fait, c'est une histoire qui s'est déroulée, qui débute en janvier 1949 en banlieue de Washington. Et j'avais réussi à retrouver la maison où les événements avaient lieu. Fait que, évidemment, je me suis pris en photo devant la fameuse maison, un petit bungalow qui existe toujours aujourd'hui. Et là, mon Richard me dit « Ah, je voudrais ça aussi avoir ma photo. » Mais, tu sais, il était pas sûr s'il fallait que ça cote sa clôture, là. Tu sais, là, c'est un type j'ai adoré faire des tournages avec lui, mais ce truc à la maison, à la May Stringer House, écoute, c'est un truc j'en parle encore aujourd'hui, que j'arrive difficilement à m'expliquer. Je veux bien, je sais que la science va me dire, ouais, c'est ton imagination, ton cerveau qui a créé cet effet-là. C'est bien possible et c'est l'hypothèse que je favorise. Mais écoute, l'effet était surprenant. Donc, bref. Ben, tu sais, t'es assez rationnel dans la vie, ce qui fait en sorte que quand t'as vécu cette expérience-là, avant de te coucher, t'as dû remettre un peu tout ça en question. Ah, absolument, absolument. Bref, tout ça pour te dire, Yannick, que donc, ce matériel-là, on a fait cette série-là, on avait tout ce matériel-là. Le matériel était mis de côté. On a fait la série en 2012, à peu près, des dossiers mystères. Mais tout le matériel n'a jamais été publié. Tu comprends? Moi, j'avais ça dans mes archives. Ça bougeait pas. Et puis là, finalement, avec mon éditeur, on s'est entendu. J'ai dit, OK, parfait, j'ai tout ce matériel-là, puis on va le publier. Et donc, je viens de mettre la main finale un peu au manuscrit qui doit sortir. Je sais qu'on entre sous presse en début mars, donc j'imagine que mai-juin, à peu près, l'ouvrage devrait être sur les tablettes. Ça va s'intituler Dossier mystère 3. Et d'ailleurs, sur la photo de la couverture, on voit une espèce de chaise berçante avec une poupée. Et dans le miroir qui est en face de la chaise berçante, tu vois la chaise berçante, la poupée, mais tu vois que la poupée est sur une petite fille. Donc, une petite fille fantôme qu'on ne voit pas dans la réalité, mais qu'on voit dans le miroir. Et ça s'inspire un peu de cette fameuse expérience que j'ai vécue à la May Stringer House en Floride, qui était excessivement troublante. Ah, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Ce soir, on parle du fait de communiquer avec les défunts. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc, c'est une question, écoute, je l'ai mentionné un peu en début d'émission, c'est une question qui fascine, mais c'est en même temps une question qu'on se pose depuis que l'homme est homme, hein, faut pas se le cacher. L'être humain a toujours une fascination pour cet au-delà, et tu sais que de tous les êtres vivants, l'être humain est le seul qui sait qu'il va mourir. Et c'est peut-être un peu pour ça que c'est développé dès l'âge préhistorique. Les gens ont développé des espèces de cultes, de cérémonies en relation avec l'après-vie. Hein. Pourquoi une après-vie? Pourquoi est-ce que l'homme est fasciné par cette idée de l'après-vie? Ben, peut-être parce que ça nous permet de mieux rationaliser la mort, parce qu'on est les seuls êtres vivants qui savons que nous allons mourir. Donc, on a une espèce de besoin de rationaliser ça, parce que ça nous semble quelque part un peu absurde de dire, bon, ben, on vit pendant 50, 60, 70 ans, puis hop, après, merci, bonsoir, la lumière s'éteint, puis c'est terminé. Alors, ça nous permet non seulement d'appréhender la mort, mais ça nous permet également de la rationaliser. Donc, depuis l'Antiquité, et même depuis la préhistoire, l'homme a développé des cultes par rapport à la mort. Et à travers ces cultes, il y avait aussi ces communications possibles. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il faut vraiment attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on ait des communications que je dirais, entre guillemets, plus individuelles. C'est-à-dire qu'avant, dans l'histoire de l'humanité, l'idée de l'omniprésence de cet au-delà a toujours été là. Même les Égyptiens, par exemple, on construisait des tombeaux énormes. Les pharaons, dès qu'ils devenaient pharaons, ils ne pensaient qu'à leur après-vie. Donc, toutes les constructions qu'ils faisaient de leur vivant n'avaient que pour objectif de leur après-vie. Donc, il y avait une fascination pour ça. Donc, l'après-vie est très important. Et dans ces civilisations, ces cultures, il y avait bien sûr des espèces de mages et de sorciers qui pouvaient parler avec l'au-delà. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'à ces époques, on parlait surtout avec les dieux ou on parlait en termes généralistes. Hein. Les esprits disent ceci, j'ai parlé avec les ancêtres. Donc, c'est des communications plus collectives. On a bien sûr certains récits où on parle de communication d'un individu A à un individu B en passant par l'entremise de cet oracle, en passant par l'entremise de ce sorcier, mais c'était relativement rare. Généralement, quand les gens qui se disaient être capables de communiquer avec l'au-delà annonçaient quelque chose, ils annonçaient ou bien un roi qui était pour gagner un combat parce que les dieux étaient avec lui, il avait parlé avec les dieux, ou il avait parlé avec les ancêtres, mais c'était des communications relatives. Généralement, c'était plutôt collectif comme communication.
Et puis, il va arriver, puis là, on peut toujours mettre ça sur l'idée de, bon, il y a cette culture avec les dieux, l'idée de rationaliser la mort, etc. Et puis, il va arriver au milieu du 19e siècle, en fait, en 1848, on l'a déjà évoqué à l'émission, c'est l'avènement du spiritisme qui va se produire à ce moment-là. Hein. Ça va se produire, ou en fait, ça se produit de manière assez accidentelle, hein, si on se réfère à la littérature. Parce que dans tout ce que je te raconte, Yannick, il y a toujours une espèce d'odeur de fraude qui est possible. Ce que je parle, c'est l'histoire. Maintenant, savoir cette histoire-là, est-ce qu'il y a eu des fraudeurs, de l'arnaque, ça c'est autre chose. Mais l'histoire nous dit qu'en 1848, à Hydesville, ça se trouve dans l'État de New York, ne cherchez pas ça sur une carte, c'était un tout petit village qui se trouvait en banlieue de ce qui est aujourd'hui la ville de Rochester. En fait, l'agglomération d'Hydesville a été avalée dans le grand Rochester. Donc, on a ce petit village et on a une famille qui vit là, dans une maison qui a qu'une seule pièce, la famille Fox. Il y a donc le couple, monsieur et madame Fox. Ils ont 3 enfants, 3 filles. Une de ces filles vit à l'extérieur, donc elle est mariée, elle vit à l'extérieur de la maison, mais il y a encore 2 adolescentes qui vivent qui vivent dans la maison. Et là, donc, à un moment donné, ce qui va se produire, on est au début du mois de mars 1848. Il y a des coups qui sont frappés dans le mur et on se dit que c'est un fantôme et on trouve ça assez amusant. Et puis à un moment donné, et la date qu'on retient dans l'histoire, c'est le 31 mars 1848. Donc depuis plusieurs jours, sinon plusieurs semaines, ces coups frappés dans les murs, on se dit qu'il y a un fantôme. Et là, à un moment donné, l'une des fillettes Fox s'adresse au mur, à l'esprit du mur, et elle lui dit... Ils l'ont même surnommé le fantôme, hein. Ils l'appellent Monsieur Splitfoot, hein, Monsieur le pied fendu. Et là, ils lui disent, Monsieur Splitfoot, si vous nous entendez, faites comme nous. Et là, une des fillettes va taper 2 grands coups dans ses mains. Et là, il y a un même nombre de coups qui résonnent dans le mur. Pour la première fois, dans l'histoire contemporaine, l'histoire moderne, quelqu'un vient d'établir une espèce de contact volontaire avec l'esprit du mur. Alors là, les fillettes s'amusent. 3 coups, Monsieur Splitfoot répond par 3 coups dans les mains, on en fait 4, l'esprit du mur répond par 4, et là, il va se produire, ils vont entamer une espèce de dialogue. C'est le début du spiritisme. Rapidement, là, tous les gens du comté vont se rendre chez les Fox, nuit après nuit, pour voir les fillettes Fox discuter avec l'esprit du mur. Le spiritisme est né. Bon, éventuellement, les sœurs Fox diront, on va faire un aveu en disant que c'était pas vrai, ils faisaient craquer leurs orteils, ou ils avaient falsifié les coups dans le mur. Puis après ça, ils vont revenir sur leur déclaration originale en disant non, c'est pas vrai, c'était vraiment authentique, on nous a payé pour dire que c'était faux. Donc, il y a toujours cette odeur un peu sulfureuse de la manipulation possible. Néanmoins, le spiritisme naît à ce moment-là. Il se répand très rapidement aux États-Unis et en Europe. Et là, curieusement, alors que ça s'était jamais produit dans l'histoire avant, curieusement, des gens par dizaines, par centaines se déclarent en mesure de eux-mêmes de pouvoir contacter les esprits. Ça ne s'était pas produit au XVIIe siècle, au XVe siècle, au XIIe siècle. C'était essentiellement des sorciers, des mages, des oracles qui pouvaient faire ça. Et comme je te l'ai mentionné, c'était souvent des messages collectifs. Alors là, va se produire dans cette éclosion du spiritisme non seulement beaucoup de gens qui vont se déclarer capables de communiquer avec les esprits, mais leurs messages sont également aussi très individuels. C'est vraiment une communication de Monsieur Tartampion à avec Madame Urtibise, avec le médium. C'est vraiment des communications excessivement intime. On révèle toutes sortes de détails. Et aujourd'hui, donc, et ça va intéresser d'ailleurs la communauté scientifique, c'est ce que je te disais en début d'émission, c'est loin d'être un sujet ridicule parce qu'on en parle encore aujourd'hui, en 2020, et on s'est posé sérieusement cette question à la fin du 19e siècle. Est-ce qu'on peut réellement communiquer avec les défunts? Parce que, il faut l'avouer, dans certains cas, les médiums ont été en mesure de fournir des informations qui ne semblaient être connues de personne d'autre que de l'épouse, par exemple. Hein, on fournit des détails intimes, par exemple, et on se dit, mais à part de Madame X qui savait que son mari avait dit tel truc ou telle chose, il y a cette espèce d'impression que l'information, elle est qualitative et elle ne peut avoir qu'une seule source, et cette source ne peut être que le défunt. Donc, évidemment, on s'est posé cette question. Est-ce qu'il est possible de communiquer avec l'au-delà? Et tu vas le voir, je vais en reparler, je vais reprendre la parole après l'entrevue.
C'est vrai que l'information est qualitative, mais on n'est jamais forcé d'accepter que c'est une communication avec l'au-delà. J'expliquerai le pourquoi puis les mécanismes qui se sont mis en place, mais il faut savoir que dès la fin du 19e siècle, cette question-là était tellement obsédante que plein de scientifiques se sont penchés là-dessus. Ils ont assisté à des séances de spiritisme, ils ont organisé des séances de spiritisme dans des conditions relativement rigoureuses. Et dans certains cas, ils ont pu documenter un certain nombre d'événements assez troublants. Éventuellement, d'ailleurs, c'est un peu ce spiritisme, c'est pas la seule courroie de transmission, faut bien se préciser là-dessus, mais le spiritisme est un des éléments qui va contribuer à l'apparition de la parapsychologie. Parce que de ce groupe de scientifiques, encore une fois, là, faut quand même bien mettre les choses, là. Ce n'est pas le seul élément, c'est pas le seul mécanisme qui a amené les scientifiques à se poser des questions sur la parapsychologie ou la perception extrasensorielle, mais c'était un de ces mécanismes. On s'est dit, OK, bon, les gens qui disent parler avec les défunts sont, semble-t-il, capables aussi de produire des effets physiques. La table bouge, la table cogne, il y a des coups frappés dans la table. Est-ce que ce sont réellement les revenants qui font ça ou est-ce que ce sont les participants autour de la table qui vont produire ces effets? Et peu à peu, dans cette vision généraliste où tous les phénomènes étaient décantés ensemble, on a commencé à faire un tri en se disant, bon, ben ça semble être plus lié à l'esprit, aux fantômes, si fantômes il y a, mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il y a d'autres mécanismes qui pourraient intervenir, qui pourraient jouer un peu les troubles-fêtes, donnant l'impression que c'est des fantômes ou des revenants qui font telle ou telle manifestation, alors que c'est peut-être pas ça du tout. Et là, on va voir apparaître les premières ébauches de ce qui va devenir éventuellement la parapsychologie. Et encore aujourd'hui, on est en 2020, on continue de s'intéresser à cette question-là, se poser des questions. Il y a des gens qui ont développé des mécanismes, ça va même plus loin que la simple communication avec le revenant, avec une table ou le médium. Il y a des gens qui ont développé des mécanismes qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Donc, on prend des équipements et on essaie d'amener des soi-disant revenants à communiquer à travers ces mécanismes-là, soit par l'appareil photo, des films, soit par des enregistrements audio. Et dans certains cas, on obtient des résultats. Encore une fois, faut-il croire que ce résultat, c'est vraiment la manifestation de l'au-delà? Encore une fois, j'aborderai cette question-là en deuxième partie après l'entrevue. Mais ça nous amène à se dire, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà? Ou bien est-ce que finalement cet au-delà n'est simplement qu'une question pour nous, une invention, un fantasme qui nous permet de mieux rationaliser la mort et qui nous permet également d'entretenir un lien avec les proches disparus? Tu sais, c'est humain, Yannick, de croire que les gens que tu as aimés, qui sont disparus, tes parents, des proches, qui sont là, qu'ils veillent sur toi, que de temps en temps, ils te font un signe de l'au-delà. C'est très humain. Il n'y a rien de mal là-dedans. Si ça te fait du bien d'imaginer ça, de croire ça. J'ai l'impression que ça rassure les gens. Puis de plus en plus, depuis l'avènement des réseaux sociaux, je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, mais il y a des gens qui parlent aux défunts à travers les réseaux sociaux. Maman, ça fait 5 ans que tu es décédé, je m'ennuie toujours autant. Tu sais, les gens ont besoin de croire. Oui, et il n'y a rien de mal là-dedans. Là, on peut toujours se poser la question, oui, mais bon, si on fait croire des choses à des gens, bon, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi essayer de se replacer dans une espèce de contexte, disons, plus émotif. C'est-à-dire que si Madame Machin, ça lui fait du bien de croire que son fils décédé est toujours là, qu'il lui fait des signes, ben, je pense qu'en soi, c'est pas si mal que ça, si ça lui fait du bien. Tu sais, démonstration scientifique. C'est toujours ça. Hein. À toutes les fois, Yannick, ça fait quand même des années qu'on travaille ensemble. Je pense que ça a toujours été mon discours. Je n'ai rien contre la croyance. J'ai encore moins rien contre la science. Là où j'ai comme un problème, c'est qu'on essaie de nous faire passer de la croyance pour de la science. Ça fonctionne pas. Ce qui est de la croyance, c'est de la croyance, puis c'est correct, puis c'est légitime. Mais si tu essaies de me faire croire que ce que tu crois, c'est de la science, puis tu m'inventes des trucs, là, à ce moment-là, ça devient un peu malsain. Donc, il faut essayer de faire un tri à travers ça, et c'est justement ce tri que la communauté scientifique essaie de faire depuis, je dirais, la fin du 19e siècle, en particulier lorsqu'il est question de cette communication avec l'au-delà. Et on n'a pas définitivement les réponses, mais on a quand même des avenues, mais tu vas le voir, après l'entrevue, j'en reparlerai, des avenues qui nous amènent à se poser justement la question, est-ce que c'est réellement l'au-delà qui se manifeste ou est-ce que finalement il n'y a pas quelque part là-dedans des mécanismes de perception extrasensorielle qui nous permettraient d'aller chercher de l'information de manière qualitative sans nécessairement en passer par l'au-delà. Mais enfin, c'est vraiment une question qui reste pour l'instant beaucoup plus philosophique que scientifique. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X.
21h12, on vous souhaite de passer un bon vendredi sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. On vous invite sur notre page Facebook, Radio X Files. Vous pouvez retrouver nos podcasts sans aucun problème. Et encore peut-être plus facile sur Spotify maintenant. Il fallait faire un tour sur Spotify le week-end et nos podcasts sont là pour la plupart. Mon cher Christian, le sujet de ce soir, peut-on communiquer, oui ou non, avec les défunts? Je ne crois pas qu'on va trancher cette question-là, mais en tout cas, j'ai essayé de savoir un peu comment ça se passait de l'autre côté de la frontière, parce que c'est vrai que l'émission, généralement, on donne la parole à des gens des milieux académiques pour nous parler des phénomènes paranormaux, et j'ai voulu savoir un peu pour une médium, comment ça se passe, communiquer avec l'au-delà, comment on découvre qu'on est médium et comment ces communications s'établissent. Et pour le faire, j'ai rencontré Joëlle Pfeiffer, c'est une médium française qui était de passage à Montréal il y a quelques jours. Et je l'ai rencontrée pour un tournage qu'on devait faire au Palais de justice de l'Assomption. Je te reparlerai de ça après l'entrevue. Donc, on s'est rencontrés quelque part sur la rive sud de Montréal et puis j'ai fait cette entrevue avec elle. Et c'est intéressant de voir le point de vue du médium qui parle un peu de sa façon de voir ses communications. Et je tiens à préciser, là où nous étions, il y avait un chat qui faisait quelques vocalises. Donc, si vous entendez un chat à l'arrière, dites-vous bien que ce n'est pas l'au-delà qui se manifeste. C'est un chat qui était dans la pièce, mais bon, on l'entend pas trop. Le chat voyait des affaires que toi, tu voyais pas. Ça doit être ça. Les chiens, les chats, ils voient toutes sortes d'affaires. Donc, sans plus tarder, voici Joëlle Pfeiffer et cette conversation qu'on avait sur ses communications avec l'au-delà. Joëlle Pfeiffer, on vous décrit comme étant une médium. Est-ce que ce sont des habilités que vous avez toujours connues ou est-ce que ce sont des phénomènes qui se sont produits plus récemment ou au cours de votre vie qui vous ont fait découvrir ces habiletés? J'ai toujours été intuitive et enfant, je voyais des choses. J'avais peur de certaines choses la nuit. Et pour ce faire, je laissais ma lumière de chambre allumée, ce qui ne plaisait pas à ma mère. Donc j'ai toujours eu un conflit à ce niveau-là. J'entendais, je voyais des choses, mais à l'époque, j'étais trop petite et j'étais pas dans un milieu familial qui m'a permis effectivement de penser qu'il y avait quelque chose de spécifique. J'ai toujours eu des petits amis imaginaires, des choses que je voyais, enfin bref. Et c'est vraiment... j'ai vécu un choc de vie, ce qu'on appelle un choc de vie, c'est-à-dire le départ de ma fille. Donc, et à partir de là, il y a des choses qui se sont ouvertes comme une évidence. Et quand vous dites le départ de votre fille, est-ce qu'on remonte de 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le temps? 8 ans. 8 ans. Oui. Donc, à partir de là, vous découvrez que, comme vous l'avez mentionné, des choses vont commencer à se produire. Et quelles sont ces choses qui vont vous mettre sur la piste de ces possibles communications avec l'au-delà? Alors, je ne découvre rien. J'ai très envie d'une communication avec elle parce que je n'accepte pas de me lever un dimanche matin et de constater qu'elle est morte dans son lit. Donc, il faut absolument que je la joigne et que je parle avec elle et que il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose d'impossible et d'inconcevable pour moi. Donc, il fallait absolument que je rentre en contact avec elle. Et pour ce faire, j'ai cherché des personnes qui seraient susceptibles de m'aider à faire cela. Et en fait, j'ai très vite compris que personne ne m'aiderait. Et petit à petit, j'ai vu des traînées blanches, j'ai entendu des choses. Bon, je suis une femme de médecin, je me suis dit que je partais en live, quoi, quelque part. Hein. Et puis, j'ai vu de mieux en mieux et j'ai entendu de mieux en mieux. Alors, j'ai été voir là des personnes qui étaient susceptibles d'affiner un petit peu ma vision de certaines choses et qui m'ont permis de franchir des caps. Et vous avez eu ce que vous croyez être des premières communications. Ça se manifeste de quelle façon? Est-ce que c'est d'abord votre fille qui vous parle? Alors, première communication avec mon enfant, c'est le soir. Elle est décédée la veille dans son lit. Le soir, mon mari me dit qu'on va la garder de toute façon 5 jours chez nous et qu'on est très fatigué et qu'il faut qu'on se repose un petit peu. Donc, on décide d'aller 1 heure se reposer. Et là, j'ai une drôle d'impression sur le côté gauche. Mon mari est allongé à ma droite. Sur le côté gauche, j'ai l'impression que quelqu'un me pousse. Et c'est une drôle de sensation d'ailleurs. Et c'est tellement, c'est compact à la fois, tellement compact et tellement, ça a de la consistance. Voilà.
Et je me suis dit tout de suite que c'était elle, que ça ne pouvait qu'être elle, de toute façon, parce que j'avais quand même, j'étais pas totalement innocente, j'ai toujours été intéressée par tout ce qui était invisible, de toute façon. Hein. Donc, première communication avec elle, c'est celle-là. Et à partir de là, vous me dites, vous avez un peu peaufiné vos habiletés en rencontrant d'autres personnes. Oui. Et de quelle façon ces gens-là vous ont-ils mis sur la piste, vous ont-ils aiguillé pour développer ces habiletés? Alors, pour rencontrer ces personnes-là, je ne dors pas la nuit. Donc, je ferme les yeux et je lance sur Google une recherche et je ferme les yeux et je pointe du doigt. Et de fil en aiguille comme ça, je tombe sur 4 personnes que je vais rencontrer dans ma vie et qui, une m'amène sillonner la Bretagne parce qu'elle est passeur d'âme. Alors là, c'était complètement une inconnue pour moi, passeur d'âme. Je savais pas ce qu'on passait et où c'est qu'on le passait. Ma plus belle rencontre, ça a été Hélène Secondé, qui, elle, enseigne, effectivement, transmet un savoir au niveau de tout ce qui est ange, angélique. Bon, je vous avouerai que ça me parlait pas. J'ai été très mauvaise élève à ce niveau-là. Mais par contre, au niveau de l'interprétation des photos, là, ça a été une découverte. Parce que première photo, effectivement, que j'ai prise pour l'interpréter, je me suis aperçue qu'en fait, je respirais du tabac. C'était quelqu'un qui était décédé d'un cancer du poumon, parce qu'il fumait beaucoup. Donc, voilà, elle m'a appris à tenir une photo, fermer les yeux, faire le silence en une fraction de seconde, et dire ce que j'entendais et ce que je voyais. Voilà. J'ai été voir un médium qui est connu en France, qui s'appelle Bertrand Retailleau, qu'on appelle le Facteur, qui a d'ailleurs fait une des pages de mon livre, et qui, lui, fonctionne avec les guides et m'a dit que je ferais la même chose que lui. Voilà. Mais d'une façon plus... Lui, il fonctionne avec des guides, moi, je ne sais pas ce que c'est que les guides. Voilà. J'ai vu 2-3 personnes comme ça qui m'ont guidée sur mes ressentis, sur ce qui était et sur tout ce qui n'était pas. Vous mentionnez que immédiatement après le décès de votre fille, quelques heures après, vous êtes étendu, vous sentez cette présence près de vous. Mais comment les premières communications et comment avez-vous la certitude que ces premières communications sont celles de votre fille? Alors, c'est pas une communication à ce titre-là, c'est pas exactement le mot. Communication, ce n'est pas une communication avec elle. Je vois ses mains, parce que ce qui est arrivé en premier, c'est le travail avec mes mains et tout ce qui est brûler les psoriasis, brûler les verrues, et surtout, je suis atteinte d'un cancer du sein, donc j'ai l'idée de mettre mes mains sur, effectivement, tout ce qui est sanguinolent à cause des rayons, et je m'aperçois que je suis barreur de feu. Et je fais des soins aux autres pour m'exercer, en fait. Et je vois ses mains. Elle avait une forme de main très particulière. Et je sais que c'est elle. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y a une communication comme vous l'entendez. Non. Et les fois où je vois ma fille, c'est toujours, elle m'annonce une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose de mauvais qui arrive au niveau familial. D'accord. Quand vous me dites votre fille s'adresse à vous, donc vous voyez cette image, vous avez le sentiment que quelque chose de négatif va se produire, mais est-ce qu'il y a un échange, je n'irai pas jusqu'à dire un échange verbal, mais un échange d'idées ou de sentiments qui se fait? Alors, un échange de sentiments. Je l'ai vu une fois, c'était la fête des morts. Je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai vue? Pourquoi elle ne me parle pas? Pourquoi elle est grave comme ça? Et en fait, je me suis aperçue que c'était le jour de la fête des morts. Donc peut-être pour me dire qu'elle était morte et qu'il fallait que j'accepte. Voilà. C'est toujours, il faut aller le chercher quand même. Vous voyez, toute dernière fois, ma mère le matin rentrait au bloc opératoire pour un cancer du côlon. Voilà. Mais elle ne me dit pas ta maman va être malade. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la communication avec les défunts. C'est pas comme ça. Alors, en tout cas pour moi, c'est pas comme ça. D'accord, mais racontez-moi dans ce cas comment ça se produit. Si ce n'est pas un échange verbal, si l'information n'est pas, disons, qualitative au niveau de l'échange, comment arrivez-vous à interpréter l'information qui vous est transmise? Alors, par exemple, je vais prendre une consultation que j'ai faite hier après-midi sur un monsieur dont j'ai une simple photo, il est de profil, et je sais parce que c'est dans ma tête, c'est comme ça, c'est dans ma tête, j'y peux rien. Je sais ce n'est pas un communicant, ce n'a jamais été un communicant, pourquoi le serait-il maintenant? Je sais qu'il faut que je dise aux 2 femmes qui sont en face de moi,
qu'il les aime, mais que je précise qu'il ne l'a jamais dit. Mais qu'il faut que je le dise maintenant. C'est dans ma tête. C'est dans ma tête. C'est ça la difficulté. La communication avec un défunt n'est pas un papotage de salon. Des fois, on est en métaphore. Donc il faut aller chercher le pourquoi du comment. C'est comme ça arrive dans la tête. Quand je prends une photo, par exemple, j'ai un cahier, j'ai un stylo plume et je suis en écriture inspirée, ce qu'on appelle en écriture inspirée. Moi, je dis j'écris. Voilà. C'est-à-dire que les mots arrivent dans ma tête comme ça. Au début, c'était un train qui arrivait sur ma droite. Et chaque wagon, c'était un mot blanc. Maintenant, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'effectivement, je le sais, c'est dans ma tête. Si on joue un peu l'avocat du diable, vous me dites, la première fois, j'ai vu à un moment donné ma fille, je me suis réveillé, c'était le jour des morts. Oui. Des critiques pourraient dire, par exemple, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas simplement un songe, pareil, un rêve, vous avez rêvé à votre fille et vous avez interprété ce qu'elle a, son apparition. Lorsque vous me dites, c'est dans ma tête, comment pouvez-vous être certaine que ce n'est pas simplement votre imagination qui vous amène à interpréter l'information? Je me suis posé la question. Bien évidemment. Sinon, je serais une femme complètement folle. Je ne serais pas censée. Je n'oserais même pas être en face de vous. C'est comme ça, je le sais, c'est comme ça. Au début, je remettais en question tout ce que j'entendais, tout ce que je voyais. Maintenant, je ne doute pas, Mais je vous dis encore, ce n'est pas un papotage de salon. Les gens imaginent que la communication avec un défunt, on discute à bâton rompu. C'est pas ça. J'avais hier une photo devant moi d'un monsieur aussi. Il me parlait d'assurance. Je disais, écoutez, je vais peut-être vous dire une bêtise. Il me parle d'assurance, je comprends pas. Il y avait un truc avec des assurances. Elle me dit oui. À son décès, j'ai été spoliée par le frère de papa au niveau des assurances. Vous me dites, si on prend par exemple ce cas type, un homme, vous avez une communication, l'individu vous parle d'assurance. S'il ne parle pas à vive voix d'assurance, comment arrivez-vous à vous aiguiller sur les assurances? C'est quand même pas quelque chose. Je l'ai entendu. J'ai entendu le mot assurance. Mais là, je prends des précautions parce qu'on est sur de l'humain. Il faut pas faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Je dis, je vais probablement vous dire une bêtise, mais j'entends assurance. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a eu une difficulté ou un problème au moment de son départ avec assurance? Et c'est là qu'elle me répond oui. Mais vous savez qu'en utilisant cette technique, par exemple, si vous lancez des mots, bien souvent, les gens vont trouver des liens sans que nécessairement cette information-là soit qualitative. Oui, je l'admets. Mais est-ce que j'avais combien de chances de balancer un mot et celui-là, selon vous? Mais si je lance, moi, assurance, il y a plein de gens, évidemment, on va chercher éventuellement sauf que là, des liens. Elles ont été spoliées de l'assurance que le papa avait contractée. Elles ont été carrément spoliées par le frère. Donc, j'avais une chance sur combien, à votre avis? Mais c'est pour ça que j'ai pris les précautions en disant, écoutez, je vais sûrement dire une bêtise parce que je comprends pas pourquoi il me balance les assurances au milieu de tout le reste. Ça dure quoi? Ça dure 2 minutes, 3 minutes. Par contre, quand je précise à quelqu'un, il faut que je vous dise qu'il vous aime, c'est parce que je sais qu'usuellement, il ne le faisait jamais. Et que là, il veut effectivement que la personne sache que il y a cette intention et vous comprenez ce que je veux dire? Ah. La question que je me pose, c'est quand on regarde ces communications avec l'au-delà, on recule jusqu'à l'avènement du spiritisme au milieu du 19e siècle. On a l'impression que les gens qui se prétendent en communication avec l'au-delà ont toujours des messages à livrer qui, somme toute, rassurent davantage les vivants que de nous informer sur la survie, ce qui se passe après. Donc, on se demande si finalement ce n'est pas simplement une forme de thérapie qu'on nous propose de manière à essayer de garder ce lien avec des proches disparus. Je serais tentée d'être d'accord avec vous. C'est peut-être mon côté thérapeute aussi, quelque part, qui fait que quand j'ai en face de moi quelqu'un à qui je délivre ce que vous appelez un message, parce que pour moi, c'est pas délivrer un message, je veux dire capter des choses dont le défunt, ne se déleste pas, parce que par exemple, là, cette histoire d'assurance, ça devait pas mal l'ennuyer
quand même que ses enfants aient été spoliés de tout ça. J'avais en face de moi une femme qui, effectivement, je le sais, menait un combat contre la maladie, parce que je voyais son corps qui était tordu, et un autre combat que je ne voyais pas, c'était celui d'une séparation, d'un divorce avec un conjoint qui voulait tout lui prendre, de toute façon. Mon côté thérapeute intervient là pour savoir pourquoi elle se laisse, d'une part, pourquoi elle va chercher quelqu'un qui va l'abandonner, et puis d'autre part, pourquoi elle va chercher quelqu'un qui va la spolier encore une fois, si ce n'est que parce que le papa déjà a vécu ça. Et ça, c'est simplement un petit travail en psychogénéalogie. Je ne suis pas psychogénéalogiste, mais j'ai une excellente amie en France qui m'a mis l'accent sur diverses choses comme ça. Voilà. Il y a un côté thérapeute. Je ne délivre pas de messages pour l'univers. Je ne suis pas là pour vous dire, comme tout à l'heure, votre papa est là et il vous aime. C'est d'une niaiserie. Vous appelez ça niaiserie ici. Voilà. Je suis là simplement pour délivrer ce que vous appelez un message. Par exemple, ma dernière consultation, le message était « j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai eu ». Et c'était la dernière phrase que son père lui avait dite. Moi, mon problème avec les médiums, c'est, à tout le moins les gens qui prétendent communiquer avec les défunts, il faut d'abord, dans un premier temps, accepter que l'au-delà existe, donc il y a une survie de l'âme ou peu importe de la conscience après la mort, et ensuite qu'il y a des gens qui ont cette habilité de pouvoir communiquer ou de recevoir des messages. Et je me pose la question, est-ce que finalement les médiums, si on éclipse toute cette histoire de communication avec l'au-delà, la survie de l'âme, est-ce que les médiums, somme toute, ne font pas exactement ce que pourrait faire n'importe qui serait relativement intuitif en discutant avec des gens? Alors, c'est ça la problématique, c'est de ne pas être dans, comment vous appelez ça, mentaliste, parce que quand on a en face de nous quelqu'un qui, si on n'est pas trop idiote, on arrive à extraire certaines informations. Moi, ce que j'aime, c'est que je ne veux pas que personne me dise quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous asseyez en face de moi, je vous dis ce que j'entends, et on détricote, ce que j'appelle détricoter. Ce qu'il faut, c'est simplement dire ce qu'on entend. Et après, la personne qui est en face, effectivement, connaît le lien, mais des fois, le détail est très, très précis. Parce que les critiques diront, les médiums ont tous à peu près la même technique, c'est celle d'aller à la pêche, comme on dit. Donc, on lance une série d'informations et on attend que la personne réagisse à cette information. Lorsque des gens vous accusent d'utiliser ce genre de technique d'aller à la pêche, vous réagissez comment? Moi, on m'accuse de rien du tout parce que je ne prétends rien. Je ne me présente pas en disant, moi, je prétends être médium. D'ailleurs, ce mot, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je dirais simplement, j'entends des choses et je vois des choses et je fais ce que je peux avec ça. Et j'essaye du mieux que je peux de ne pas, justement, avoir beaucoup d'informations, parce qu'une fois que j'ai l'information, je ne vois plus rien, je n'entends plus rien. Donc, mais j'entends bien qu'effectivement, c'est un créneau très facile qui est pris par beaucoup de gens et qui fait qu'effectivement, ceux qui font probablement bien leur travail se retrouvent effectivement à avoir une mauvaise réputation à cause de ça. Mais j'entends bien ce que vous dites et j'entends bien votre scepticisme et je le comprends Mais vous savez, il n'est pas facile d'être ce que je suis et de se dire effectivement on va se retrouver face à des gens qui se diront elle est mentaliste et elle va s'en sortir comme ça. Parce que lorsque l'on essaie de vérifier les prétentions des médiums dans des conditions rigoureuses, on n'arrive jamais à obtenir de l'information qualitative qui permet de dire, bon, voilà, cette personne-là a mieux réussi que l'aurait fait quelqu'un d'intuitif ou un mentaliste. Donc, on est toujours un peu dans cette zone frontière entre l'intuition et cette affirmation de la communication avec l'au-delà. C'est un grand mystère. Quand vous communiquez avec ces défunts, est-ce que, au-delà de dire... pour reprendre votre expression, des niaiseries, est-ce que de temps à autre, ces gens-là vous donnent une information que vous considérez comme qualitative, non pas vis-à-vis la personne qui est devant vous, mais sur, par exemple, l'au-delà? Est-ce qu'on vous donne de l'information sur l'après-vie, l'au-delà? Alors, il y a quelque chose que je dis chaque fois que je peux en salle, c'est qu'en fait, moi... je vois ce que vous appelez les défunts, c'est-à-dire pour moi c'est des énergies. Je les vois, mais on ne m'autorise pas à passer derrière ce que vous appelez. C'est facile, hein. Vous allez me dire c'est facile. Hein. Chacun on a notre spécificité et moi c'est celle-là.
Je ne suis jamais allée de l'autre côté. J'ai fait une expérience de mort imminente dans ma vie et je n'ai pas été plus loin que cette lumière. À partir du moment où vous commencez à dire autour de vous que vous croyez avoir eu des communications avec votre fille, que vous semblez développer des habiletés pour ce genre de communication, d'information, comment les proches réagissent à ce moment-là? J'imagine que beaucoup ont dû vous dire, vous avez été affecté par un deuil et ensuite, bon, l'imagination débordante va prendre le relais. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais même maintenant, je comprends les gens, effectivement, mais... moi, j'ai pas de mission de vie. Les gens me demandent quelle est ma mission de vie. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je dirais simplement, moi, j'entends quelque chose, je vois quelque chose, je le dis. Après, je suis là pour délivrer une information. Si j'ai une personne en face de moi et j'ai la photo, je délivre l'information. Après, il y a quand même 50% du chemin que la personne qui me consulte doit faire. Il y a un côté thérapeute, là. Parce que, par exemple, quand je dis à quelqu'un, écoutez, il va y avoir, vous allez, je pense que vous déménagez, je pense que vous changez d'endroit, vous changez de place. Je dis, vous changez de place, que ce soit au niveau de son travail, au niveau de sa vie. Alors c'est vrai que, bon, j'ai eu des personnes qui me disaient, mais est-ce que vous pourriez me dire, je déménage où, je sais, vous voulez pas non plus que je vous donne 100 balais à Mars, comme on dit en France, non. Je crois que dans toute chose, on est là pour apprendre certaines choses. On a été materné par nos mamans, on est des adultes, donc il faut qu'on fasse 50% du chemin. On a quand même un travail à faire, et ce travail, c'est de savoir, nous, garder notre libre arbitre et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous m'avez mentionné... Je suis pas une tireuse de cartes. Voilà. Vous m'avez mentionné plutôt que lorsque vous avez commencé à développer ces habiletés-là, vous vous êtes bien sûr poser la question, est-ce que c'est mon imagination qui entre en jeu? Est-ce que j'ai réellement ces communications? Il y a certainement dû y avoir quelque chose qui vous a convaincu que ces communications étaient authentiques versus votre simple imagination. Alors, je serais encline à vous dire que ce qui m'a définitivement convaincu, c'est l'expérience que j'ai eue au château de Fougeray. Parce que, comme j'aime à dire, il y a un avant château Fougeray, il y a un pendant et il y a un après. Et les 2 ans que j'ai passés avant cette expérience-là, c'était de l'expérimentation. Moi, j'aime bien ce mot-là parce que même quand je suis ce que vous appelez en consultation, déjà j'ai très peur. Quand je rentre en salle, j'ai très peur. Je suis pas confortable du tout parce qu'on est sur de l'humain. Faut pas raconter n'importe quoi. Et puis je dis, c'est plus facile les communications avec les défunts qu'avec les humains. Il y a moins de soucis. Voilà. Et au niveau de cette expérimentation que j'ai fait au château de Fougeray, je me suis vue les yeux bandés dire des choses et voir des choses que je ne soupçonnais même pas que j'étais capable de faire. Donc, racontez pour les auditeurs ici qui ne savent pas de quelle expérience vous parlez. Je sais que moi, j'ai vu des images qui sont disponibles sur le web. Racontez-nous cette expérience du château. On m'a mis dans le château le plus hanté de France, de 19h, 20h, je crois, jusqu'à 5h du matin, les yeux bandés. On m'a fait tourner sur moi-même pour me faire perdre tout repère. D'ailleurs, dans le film, on voit que je colle, en montant l'escalier, je colle mes pieds contre les marches parce que je décolle. Je pense que je fais une sortie de corps. Ça aussi, c'était tout nouveau pour moi. Et effectivement, on me met devant des portes et puis je me suis aperçue que je voyais ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors des fois, sur certains temps, c'est vraiment flagrant parce que quand je dis que c'est une chambre rouge, c'est une chambre rouge, mais je n'ai aucun moyen de savoir devant quelle chambre je suis, puisque ce château, je n'y suis jamais venue et n'est pas à disposition sur le net la structure du château et l'organisation des chambres. Voilà. Et là, vous me dites, il y a eu un avant, un pendant et un après. Oui, parce que j'ai réalisé que non seulement je voyais des choses à travers un mur, je voyais vraiment des défunts qui étaient, c'était plus simplement des auras ou c'est vraiment des gens qui étaient là autour de moi. Et en plus, j'étais sur plusieurs époques. Ça, c'était la première fois de ma vie que j'étais sur plusieurs époques et j'ai trouvé ça intéressant, mais un peu effectivement, notamment quand je suis sur quelque chose. Enfin, je dis que c'est je tombe, je dis que je tombe, je sais que je vais mourir, je sais que je vis quelque chose qui est une partie de la vie de quelqu'un, mais je ne sais rien.
Et en fait, le lendemain, la propriétaire du château nous précise qu'elle n'a jamais communiqué sur ce détail-là. C'est qu'en fait, le fils du propriétaire du château, qui s'appelle Félix, le neveu de Félix, avait été abattu sur les lignes ennemies allemandes, et il était pilote d'un biplane. Voilà, ouais. D'un biplane. Donc les ailes, vous voyez, pour moi c'était des ailes. Voilà. Et elle n'avait jamais communiqué sur ça. Bon. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'ai eu une incorporation aussi. C'était aussi la première fois que ça m'arrivait. J'ai trouvé ça curieux au départ. Bon, je me suis dit, on en fait tout un plat. Bon, c'est pas que c'était pas, mais c'est pas confortable quand même. C'est pas du tout confortable. Voilà. Vous me dites que vous n'avez pas un plan de vie, vous n'êtes pas une tireuse de cartes. Non. Pourquoi le faites-vous? Je me suis posé la question, figurez-vous, parce que je serais bien tranquille chez moi au chaud, devant la télévision, devant Netflix, et j'aurais moins de soucis. J'adore, hein, j'aime beaucoup, mais si on m'avait dit il y a quelques années, tu vas faire ça, j'aurais dit non, moi j'ai une vie bien tranquille, je suis embourgeoisée, point barre. Quitter mon mari pendant 15 jours pour venir au Canada, j'adore, mais vous voyez. Mais et justement, puis quelque part aussi, pourquoi le faites-vous? Je ne sais pas ce qui me porte, et je ne sais pas vers où je vais. Et je ne sais pas si je vais dans le mur, mais j'y vais. Pourquoi pas? Finalement, vous savez, moi j'aborde le dernier tiers de ma vie, j'ai 62 ans. Qu'est-ce que je risque? Dites-moi. Je risque simplement de me dire, de faire le bilan, de me dire finalement, t'es pas médium du tout. Et au pays de Descartes, la France, les médiums ont plutôt mauvaise presse parce qu'ils sont pour la plupart du temps qualifiés simplement et proprement de mystificateurs, d'arnaqueurs. Vous réagissez comment quand vous voyez ces épithètes? Je vais dire, j'entends rien, ça ne m'intéresse pas. Donc la critique ne vous ébranle pas? C'est pas que la critique ne m'ébranle pas. Je suis sûrement critiquable. Faut être juste. Hein. Je suis peut-être pas excellente à chaque fois. Vous savez, je me dis que si je me retrouve là aujourd'hui en face de vous, c'est qu'il y a une raison. Je veux dire, je vous avais vu sur YouTube il y a très longtemps. Je n'aurais jamais espéré, même imaginé. Ouais. Je me dis, je suis là aujourd'hui. Pourquoi? Quelle importance. Et la critique, quelle importance, vous savez. Je peux être morte demain. Je me suis levée un dimanche matin, ma fille était morte. Alors, je vais là où le vent me porte. Mais c'est vrai que je peux pas dire que je calcule, ou que je dis je vais faire ça, comme ça. Non. Je me suis retrouvée au Canada, c'est un miracle. À faire ce que vous faites, est-ce que vous avez un sentiment d'accomplissement? Un sentiment d'accomplissement, non. Ça pourrait être un sujet d'ailleurs de philo au bac. Je dirais tout simplement que ça donne du sens au départ de mon enfant. Ça me porte, ça me met en joie, parce que je pense que si je n'avais pas eu ça, et je vous dis, je l'ai pas cherché, je voulais simplement communiquer avec elle, je ne serais peut-être pas là assise en face de vous aujourd'hui. Et si ce n'était que ça, une thérapie pour vous, pour mieux accepter le départ de votre enfant? Eh ben, je l'accueille comme ça. Il n'y a pas de souci. Mais vous comprendrez que les gens qui font commerce avec vous, espèrent de quelque façon que ce soit que vous allez leur donner un lien par rapport aux proches disparus. Écoutez, pour ce que j'en vois et ce que je lis sur moi, sur le groupe dans lequel je suis, je me dis que finalement ce que je fais, c'est peut-être pas si mal, et que je ne fais pas de mal. Et je délivre le bon message. Je ne saupoudre pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, c'est déjà fini. Oui. On n'est pas dans une conversation de salon. J'ai capté un défunt, j'ai capté ce que je devais vous restituer. Après, et quant à mon rapport avec l'argent... Dans les milieux occidentaux, on a quand même, et en particulier ici au Québec, on a un problème avec ce mécanisme de l'argent. Dès que quelque chose va déboucher sur un paiement, un échange entre le client et celui qui fournit le service, il y a immédiatement une espèce d'impression d'arnaque qui va se développer. Alors, je parle pour moi. Quand je rentre en salle et que je n'ai pas le temps d'interpréter des photos, je les prends avec moi et je rappelle les gens, je les interprète. J'ai fait ça sur un live que j'ai fait avec Manu Delpech. Il y avait 130 photos devant moi, j'en ai pris 120 et je les ai toutes interprétées. J'ai fini de les interpréter en janvier. Et c'est ce que je fais après chacune de mes interventions. Et je ne demande pas un centime, personne.
Les 3/4 de mon travail se fait gracieusement. On pourrait presque dire que les communications que vous offrez ressemblent presque à une thérapie idéologique qui rejoint, d'une certaine façon, je voudrais pas faire le lien parce que ça me paraît un peu boiteux, mais avec la religion, par exemple. Les gens vont s'en remettre, par exemple, à leur foi religieuse pour mieux accepter des situations de vie. Et dans ce que vous proposez, vous amenez des informations que l'au-delà existe ou non, que les défunts soient là ou non. Il y a une espèce de thérapie ou un sentiment de bienveillance qui se dégage de cette relation. Alors, on dit que je suis une bienveillante parce que je n'ai pas la relation à l'argent. Et je dis même, hier, j'avais en face de moi une personne, je savais qu'elle était... Je lui ai dit, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que je lui ai dit, vous savez, ça n'a pas d'importance, tout ça. Ce n'est qu'un métaux, comme on dit. Et 3/4 de mes consultations, effectivement, si je devais payer le loyer avec ça, je ne pourrais pas arriver à le payer. Heureusement que mon mari gagne très très bien sa vie. Il y a beaucoup de gens qui sont des escrocs dans cet univers-là, on le sait. Et comment réagissez-vous devant toutes ces critiques que l'on fait? Écoutez, je pense que je ne pourrais pas faire ce que je fais si je suis dans le jugement. Bien sûr que si on m'attaque, je vais me défendre, mais je ne suis pas dans le jugement. Je ne vais pas regarder ce qui se passe chez le voisin. Tu fais ce que tu veux. Moi, ce qui est important, c'est que ce que je fais, je le fais bien. Je le fais du mieux possible. Pas bien, pardonnez-moi, du mieux possible. Et si vous aviez un message à livrer, par exemple, à tous les auditeurs qui vous écoutent par rapport à la survie de l'âme, comment appréhender la mort, vous qui la côtoyez de cette manière-là, qu'est-ce que vous auriez à dire? Alors, je dirais ce que j'ai dit à Hélène Giraud hier matin, avec qui j'ai pris un café. Je leur avouerai, je vous avoue que j'ai aussi peur que vous, et que je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vois simplement cette lumière. Et je sais une chose, c'est que les défunts sont là, donc je présume que quelque part, effectivement, il y a quelque chose après ça. Mais ma peur est la même que la vôtre. Est-ce que et ce sera ma dernière question dans ce sens-là, mais est-ce que le fait que vous ayez développé ces habiletés ou soi-disant habiletés et qui vous a permis de mieux appréhender ou de mieux comprendre le décès de votre fille, est-ce que cela, pour vous, devient une forme, comment je pourrais dire, une façon pour vous de mieux appréhender la mort? Non, c'est une façon pour moi, il va me tuer, c'est une façon pour moi d'alléger le bagage que je traîne depuis que je suis venue dans cette incarnation-là. C'est-à-dire ce que je fais, j'essaye de le faire, je vous ai dit du mieux que je peux, en ayant soin effectivement de ne pas heurter la personne qui est en face de moi. Et j'aime à penser qu'effectivement, s'il y a des portes de ce paradis dont on parle, elles s'ouvriront pour moi. Parce que j'aurais fait, dans cette incarnation-là, j'aurais fait des choses qui ont du sens. Parce que je suis probablement venue dans cette incarnation-là en ayant un bagage assez lourd, et j'ai pas toujours été celle que je suis. Mais encore une fois, si vous acceptez qu'il y a ou si vous considérez qu'il y a cette forme de survie après la mort, évidemment, ça rend le passage plus facile. Bah écoutez, je vous dirai ça quand j'y serai. Si effectivement le passeur m'accepte, hein. Je dis le passeur parce que j'imagine qu'il y a un passeur quelque part. Plus facile, je sais pas, vous savez, je ne sais pas. Je pense que mourir, je suis la femme de médecin, d'un cardiologue interventionniste, donc il me dit souvent que c'est pas facile de mourir, ça fait mal. Et ça doit faire mal. Quand on a fermé les yeux, ça doit encore faire mal. Donc, que ça soit facile ou pas, peu importe. Je me dis que il se passera ce qui se passera et que j'ai aussi peur que vous, de toute façon. Mais c'est amusant parce que vous me dites votre mari est médecin. Généralement, les médecins sont plutôt réservés lorsque l'on parle de la mort. Je me rappelle, un ami médecin m'avait dit, il m'avait posé la question, est-ce que tu as déjà été anesthésié pour une opération? J'ai dit oui. Il me dit, la mort, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. C'est probablement ça, effectivement. Et quand la lumière est éteinte, c'est éteint. Le rideau se baisse, effectivement. Ouais. Fin de chantier. Donc, pour votre époux, à qui vous communiquez vos informations, que vous entretenez à propos de vos communications avec l'au-delà, il réagit comment, ça? Je vous avouerai qu'au début, il s'est demandé effectivement s'il n'allait pas me donner quelques petites pilules bleues.
Mais bon, petit à petit, effectivement, sur certaines choses, il a dû se rendre à l'évidence que j'avais raison pour certaines choses dont je l'avais averti. Voilà, au niveau de sa carrière, au niveau des gens que je voyais, c'était ça. Donc, puis je pense qu'il m'aime beaucoup. C'est un beau mot de la fin. Exactement. Joël Pfeiffer, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, monsieur. Radio X Files. Radio X. Le moins que l'on puisse dire, Christian, c'est que cette dame, Mme Pfeiffer, s'assume amplement. Oui, absolument. Écoute, je sais que le temps file, j'aurais eu beaucoup de choses à dire, mais écoute, je vais essayer de résumer dans le peu de temps qu'il nous reste. Bon, d'abord, dans un premier temps, je tiens bien à préciser que Mme Pfeiffer, elle est très sympathique, très gentille. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Sur le plan humain, d'échange humain à humain, c'est parfait. Maintenant, si je prends je joue mon rôle du journaliste critique. Là, écoute, il y a plein de trucs là-dedans qui se dit, que tu dis, écoute, c'est un peu du n'importe quoi. D'abord, on retrouve tous les mécanismes qui sont propres à ces gens qui tiennent une espèce de discours ésotérique ou mystique. Hein? Et les éléments, par exemple, c'est le syndrome du désintéressement. Ah, je ne demande pas de l'argent, mon mari, il est médecin. Donc, tu vois, c'est comme si je me détache. Pourquoi je raconterais ces trucs-là? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une espèce de mécanisme de désintéressement. Ça veut rien dire, ça. Même si le fait de me dire que ton mari est médecin, il aurait beau être le premier ministre, il aurait beau être le président, ça change rien. Tu comprends? Ça n'a pas une valeur sur le discours lui-même. C'est un peu la même chose. Ah oui, mais je demande pas d'argent. C'est faux de croire que les gens qui... Puis je dis pas que... je ne crois pas aux communications avec l'au-delà, ce qui implique bien sûr que je ne crois pas le discours de Mme Pfeiffer lorsqu'elle dit qu'elle parle avec les revenants. Mais cela ne veut pas dire que je l'accuse de fraude ouvertement. C'est-à-dire qu'elle y croit. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que ça se passe réellement? Il y a également des inconsistances. Elle me dit, les gens me parlent pas, c'est pas des mots très clairs, mais à un moment donné, elle dit clairement, j'ai entendu le mot assurance. Ben là, il parle ou il parle pas? Tu comprends? Puis si j'étais dans l'au-delà, il me semble que j'avais la chance d'adresser un message à un vivant, peut-être que ça serait pas forcément ma préoccupation d'assurance qui serait la première communication que je voudrais donner. Ça me paraît un peu faible, et c'est vrai que souvent les gens vont elle le fait avec moi. Je n'ai jamais connu mon père biologique, mais elle me lance au départ. Je vois un homme, un marin, il boite. J'ai jamais connu mon père biologique, mais ce que j'en sais, il boitait pas puis il était pas marin. Donc tu vois, donc c'est des éléments qui sont lancés un peu comme ça. Tu te dis bof. Il n'y a rien qui a été dit là-dedans qui est très convaincant. Puis je dois t'avouer, Yannick, que c'est toujours un peu la même chose. On regarde, je l'ai mentionné, le spiritisme est apparu au milieu du 19e siècle. On est aujourd'hui 170 ans plus tard. Et le nombre de communications spirites qui ont fourni, où le médium a donné une information de qualité qu'on a pu vérifier, qui n'était pas connue des gens, puis qui semblait pas être de la perche, là, aller à la pêche, puis je te tends une perche. Ben écoute, ça tiendrait, on parle de milliers, sinon de millions de soi-disant communications avec l'au-delà. Celle qui avait une valeur tiendrait dans un feuillet paroissial. Et même celle qui tiendrait dans un feuillet paroissial, la question qu'on doit se poser, c'est que même si ces gens-là ont fourni rarement, très rarement, mais c'est vrai que c'est arrivé à quelques reprises que des gens ont dit des choses, wow, ça c'est intéressant. Où elle tient cette information? Encore là, on n'est jamais obligé d'accepter que c'est l'au-delà qui se manifeste. Ou bien les gens ont tombé pile. C'est ce qu'on appelle dans le milieu de la parapsychologie le syndrome Nostradamus. À force de dire n'importe quoi sur n'importe quoi, il y aura forcément quelque chose qui va arriver. Donc, tu vas tomber pile de temps en temps. Et même à ce niveau-là, même si on parle réellement d'une information qualitative qui semble inconnue à peu près de tous les participants, avant de se dire que c'est l'au-delà qui se manifeste, on peut se demander si la personne n'est pas douée d'une habilité de clairvoyance ou autre, sans nécessairement faire intervenir l'au-delà. Bien sûr, c'est expliquer l'inexpliqué par l'inexpliqué. La clairvoyance, c'est pas plus explicable que la communication avec l'au-delà, mais au moins, ça a l'avantage de ne pas faire intervenir l'au-delà. Dans le cas de Mme Pfeiffer, il y a un incident qui s'est produit durant notre tournage à l'Assomption. À un moment donné, elle est dans les pièces, elle visite les pièces, elle dit un paquet de trucs qui sont à peu près là, très, très légers, qui correspondent à 1000 affaires. Ça veut rien dire. Mais à un moment donné, elle insiste en me disant...
je vois dans le lieu une école. Et là, elle me dit, est-ce que ça vous sonne une cloche, M. Page, une école? Je dis, à ma connaissance, non. Et c'est vrai que le vieux palais de justice de l'Assomption n'a jamais été lié à une école. C'était du moins ce que l'on croyait, parce que lorsque je rencontre l'historien Marc-Antoine Josson, qui s'occupe, qui est un peu l'agent de communication du vieux palais de justice, lorsque je lui pose cette question, Madame Pfeiffer a parlé d'une école, est-ce que ça te dit quelque chose? Il me répond, si tu m'avais posé la question il y a une semaine, je t'aurais répondu non, mais on a appris au cours des derniers jours qu'il y avait une période de temps où le palais de justice avait accueilli justement des classes parce qu'il y avait comme une espèce de mésentente sur le niveau scolaire, puis on avait décidé de faire des classes à l'extérieur, et c'est au palais de justice de l'Assomption. C'est une information qui, somme toute, était inconnue même des gens du vieux palais de justice quelques jours avant la visite de Mme Pfeiffer, et qui, bien sûr, n'est pas disponible nulle part sur le web, n'importe où. Tu ne trouveras pas cette information-là. C'est une information qui était tout à fait nouvelle. Elle est tombée pile dessus. J'ai lu quelque part quelqu'un qui était là, qui a assisté à ce tournage-là, qui a écrit « c'est une preuve ». Ben, elle a pas elle a la preuve facile, parce que bon, c'est vrai que c'est qualitativement, on pourrait dire que c'est intéressant, mais ça n'a pas été fait dans des conditions très rigoureuses, et une preuve, ce n'est pas quelque chose qui se produit une fois. Avant de croire qu'on communique avec l'au-delà, il faudrait faire des dizaines, sinon des centaines de tests avant d'arriver à une affirmation aussi extraordinaire que celle-là, tu comprends? Pense-y, là, Yannick. Parler avec des défunts, ça demande bien plus comme preuve que, madame a dit que c'était peut-être une école, puis effectivement, ça s'avère que c'était une école. La preuve, elle est faible. Mais je reconnais qu'il y a un aspect qualitatif à ce qu'elle a dit. Bon. C'est intéressant, mais encore une fois, les rares fois où des trucs comme ça ont été dits, ont été faits dans de manière rigoureuse, et dans le cas présent, on l'a sur vidéo, donc on peut pas prétendre, c'est pas quelque chose qu'elle a dit après, on a le contexte, les circonstances dans lesquelles cette affirmation elle a été faite, et on a la confirmation que c'était pas connu quelques jours avant, même par les gens qui sont les responsables historiques, qui connaissent l'histoire de l'endroit. Il reste 15 secondes. Mais c'est intéressant, mais on n'est jamais forcé d'accepter l'au-delà. Bon, ce fut une expérience intéressante. Je te souhaite de passer une très belle fin de semaine, puis on se rejase vendredi prochain. Même chose aux auditeurs. Au revoir. Salut Yannick. Radio X Files. Radio X.